Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, j'interviewe Eddy Potvin, 6e des derniers Jeux paralympiques en VAA. Qui est Eddy et surtout quel est son parcours? Comment a-t-il fait pour atteindre le haut niveau si rapidement? J'en ai également profité pour lui poser des questions sur cette discipline qui est encore peu pratiquée et peu médiatisée. Quels sont donc les secrets d'Eddy? J'espère que l'épisode vous plaira. Salut Eddy, comment ça va aujourd'hui? Ça va Rudy, je te remercie. Tout va bien. Alors, il paraît que tu sors de l'entraînement? Ouais, je viens de revenir. Ouais, j'avais une petite EC d'endurance de course à faire là, en vue des préparations des mondiaux. Je pars mercredi matin. Et tu passes quand après? C'est quand ta course? Je pars à Copenhague mercredi matin et la série est jeudi et la finale est vendredi. Ok, ça arrive vite alors. Ouais, ça arrive vite, surtout qu'on vient de revenir des Jeux. Ça fait une semaine aujourd'hui que je suis rentré à la maison, donc ça va. Je commence à récupérer du décalage, ça va un peu mieux. Il y avait combien de décalage avec Tokyo? 7 heures. 7 heures, et t'es parti combien de temps avant? À Tokyo, je suis parti, que je dis pas de bêtises, j'ai dû partir, tu comptes 17 ou 18 jours avant, je crois. Ok, ouais, donc t'as eu le temps de te faire au décalage sur place alors. Ouais, c'est plus dur en allant là-bas qu'en revenant, je trouve. Quand tu arrives là-bas, c'est dur parce qu'il y a la chaleur, la climatation, et puis le décalage horaire dans ce sens-là est plus dur que quand tu reviens, je trouve. Bon, alors je voulais t'avoir sur le podcast, et ça, comme je te disais, ça me fait extrêmement plaisir parce que tu as un parcours qui est hyper atypique et en plus tu fais une discipline, je trouve, qui est pas très popularisée. On a du mal à trouver des informations. Je voulais revenir à la parole. Elle est pas populaire trop en France, mais elle est populaire énormément dans l'hémisphère sud. Ouais, j'ai l'impression, moi j'avais un gars dans ma salle au Super Physique Gym, que tu connais un petit peu, qui justement était de Polynésie et lui il pratiquait à fond en fait. C'est lui qui m'en avait parlé il y a quelques années. Et c'est qui? Ouais, c'était un jeune qui pratiquait juste comme ça. D'accord. Et il s'appelait JC, mais je pense pas qu'il m'écoute aujourd'hui. Et il en faisait et tout. Et c'est vrai que j'avais découvert ça comme ça. Je me dis, mais ça a l'air hyper sympa comme truc. Et effectivement, à regarder, ça a l'air super. C'est ce qui m'avait plu. Après, on en parlera peut-être un peu plus après, mais si tu veux, moi, on m'avait fait essayer le kayak après mon accident et je me suis plus retrouvé, même si le kayak m'a beaucoup permis au niveau reconstruction physique et mentale au début pour me changer les idées. Quand j'ai découvert la pirogue, j'ai vraiment trouvé un truc alternatif, moi qui viens du motocross, et ça se rapprochait un petit peu plus de mon mouvement, quoi. Je me voyais plus dans les mecs, ce qu'on appelle les Aito, comme ils disent à Tahiti. Je me voyais plus dans ces gens-là, que sans dénigrer, qu'en kayakiste ou autre. Toi, tu as commencé par quel sport quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, j'ai fait un peu le cursus normal. Quand j'étais gamin, j'ai commencé par les sports co avec le football. J'étais dingue de foot et mes parents ont divorcé assez rapidement. Donc, si tu veux, j'habitais en région parisienne et je jouais au foot et j'étais dingue avec ça. Moi, je voyais qu'un truc, c'était Jean-Pierre Papin, les joueurs de l'OM à l'époque. Moi, je suis de cette génération-là, je suis né en 80. C'était l'OM quand j'étais gamin. Et voilà, j'étais à fond dedans, donc j'étais à fond dans le foot. Je me voyais devenir footballeur professionnel, gagner la Coupe du Monde en 98. Le destin était tracé dans ma tête d'enfant. Et j'avais un papa qui était passionné de motocross et quand je suis revenu et qui pratiquait, qui avait des bons résultats. Et quand je suis revenu vivre dans les Ardennes, je suis reparti de région parisienne vers 12-13 ans. Forcément, quand on te met un ballon de foot et une bécane de cross, une 80 CR toute neuve à côté, il n'y a pas photo souvent, quand on a 12-13 ans, tu sais, même si je faisais de la moto depuis que j'étais petit, j'avais eu une moto pour mes 4 ans, mais j'en faisais pas souvent du fait du divorce, et parce que j'étais loin. Et donc, quand je suis revenu à 12-13 ans vivre dans les Ardennes, plus près de mon père, directement, j'ai sauté sur la 80 et puis j'ai fait le cursus normal, quoi. Après, j'ai enchaîné la bécane, les courses régionales, nationales, 80, 125 et ainsi de suite, quoi. Et donc, c'était vraiment, quand tu as découvert la moto vers 12-13 ans, entre guillemets, de manière plus sérieuse, c'était vraiment une passion. Ouais, après, moi, j'étais tellement fusionnel avec mon papa que lui, il faisait du cross, et je voulais faire exactement tout ce qu'il faisait. Et puis, bon, tu vois, après, c'est une histoire de famille. Mon oncle était à la clé de 12, mon père faisait la bécane, moi, je suivais. Et puis, mon père était à fond dedans, moi aussi. Et puis, ça s'est enchaîné normalement, quoi. Je me suis dit 80 cm3, 125, les championnats régionaux, quelques épreuves nationales. Comme on est frontalier avec la Belgique et la Hollande, j'allais faire des courses des fois en Belgique ou en Flandre. Donc, c'était une très bonne culture et puis un bon apprentissage.
Et malheureusement, mon père a eu un grave accident de motocross quand j'avais 17 ans. Il est décédé malheureusement d'un accident de moto. Et si tu veux, ça a compromis un petit peu. J'étais un petit peu on va dire, un des petits espoirs régionaux du coin. Et puis je tournais pas mal. Et ça a mis un frein à ma carrière. Et je te laisse imaginer à la maison quand il y a un décès comme ça en bécane. La moto est un petit peu bannie de la maison et j'avais plus trop le droit d'en faire. Donc j'ai dû attendre de finir mes études rapidement, que j'ai vite écourté à cause de ça. Et j'ai repris la bécane vers 20 ans, quand 3 ans plus tard, mais c'était trop tard pour faire une carrière. Mais bon, voilà, j'ai eu des bons résultats quand même régionaux, nationaux et ainsi de suite ensuite. Mais avec les moyens du bord, quoi. J'avais pas trop de thunes, je claquais tout dans la bécane et voilà, je cumulais 2 boulots, j'étais un passionné, j'étais un dingue, quoi. Et j'ai repris après, mais c'était différent, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, je fais un hors-sujet, je me permets. Moi, je suis pas mal la Formule 1 et on voit que pour devenir professionnel en Formule 1, il faut des millions et des millions et des millions. Est-ce que ça existe professionnel en motocross? Ça existe professionnel en motocross, mais une fois, j'avais entendu une expression d'un mec aux US quand j'étais aux États-Unis, parce que moi, mon rêve, c'était les États-Unis. Donc, j'ai eu une carrière, entre guillemets, motocross un peu atypique par rapport à certains de mes collègues qui ont gagné une multitude de championnats régionaux ou nationaux. Moi, j'ai préféré à un moment, quand j'ai vu que je pouvais pas rivaliser financièrement, j'ai préféré partir vendre tout ce que j'avais ici, partir aux US, me taper un trip pendant 3 semaines, tenter ma chance là-haut, mais sans prétention de faire quelque chose, mais juste pour vivre le rêve américain, American Dream, comme ils disent. Et j'ai rencontré des gens formidables, ça m'a ouvert plein de portes professionnellement et ainsi de suite. Mais pour en revenir à ce que tu disais, il y a un mec qui disait comme ça, comment on devient millionnaire en faisant du motocross? Et ça vient pas du motocross, cette phrase-là. Et le mec lui a répondu, pour devenir millionnaire en motocross, il faut être milliardaire avant. Ça veut tout dire, quoi. Ça veut tout dire, c'est bien. Ouais, c'est impossible. C'est un sport qui est tellement magnifique. Moi, c'est un sport extraordinaire, mais qui peut être tellement cruel. Et moi, j'ai payé cher, déjà par rapport à mon père, ensuite par rapport à ma jambe, on en reparlera après. Et j'ai vu des copains qui sont en chaise. Enfin, on va pas parler de tout ça, mais je veux dire des drames dans le motocross et même des affaires françaises et belges, parce que nous, on est frontaliers, ou hollandaises, qui marchaient super bien et qui se sont un petit peu ruinées avec le cross, parce que le cross, il y a très peu d'élus et ça coûte extrêmement cher, que tu sois le pimpin du coin qui fait la course régionale ou le mec qui avance et qui aspire peut-être à faire les grands prix un jour ou d'aller aux US, ça coûte extrêmement cher et ça ruine tout. Est-ce qu'on peut dire que c'est pire que la pratique du kayak ou de la VAA, dans le sens où ça coûte encore plus, ça coûte beaucoup plus cher et la récompense est au même niveau que le kayak? Ah non, c'est incomparable. Moi, quand j'ai fait du kayak, c'est pour ça que je suis un petit peu arrivé. J'aime pas dire ça parce que c'est pas de la prétention, mais après voilà, je pense que en paracanoë, je pense que j'ai professionnalisé un petit peu la discipline. Il y a des gens très bien avant moi, il y a des gens très bien en même temps, et il y aura des gens très bien après. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Ce que je veux dire, j'ai professionnalisé. Si tu veux, moi, je suis arrivé, j'avais un Mercedes Sprinter, j'avais une remorque à bateau, j'ai acheté 3 bateaux, mais sans se vanter, je pouvais le faire. Et de où je viens, c'est de la rigolade. Quand tu achètes des bateaux 2500 ou 3000 balles, c'est que dalle. Quand tu vois une bécane de cross, si tu veux que tu avances avec le niveau que j'avais, c'est 12 ou 15 000 la bécane. Tu comprends, il t'en faut 2 à l'année minimum. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, pour moi, le kayak, c'est un sport qui coûte que dalle. C'est pas cher. C'est accessible à tout le monde. C'est ça qui est génial aussi. Le motocross, c'est pas possible. C'est pas accessible à tout le monde. Et malheureusement, plein de gens y accèdent, mais dès que ça commence à tourner un peu, ou dès que ça casse, après, ça suit plus. Comment on s'entraîne au motocross? Est-ce qu'on fait de la motocross tous les jours? Est-ce qu'il y a de la muscu, de la prépa physique? Comment ça marche? Alors, à l'ancienne école, moi j'ai 41 ans, on va dire qu'à mon époque, on disait la muscu, faut pas trop en faire, ça fait tétaniser, la muscu ci, la muscu ça, mais c'est pas propre qu'au motocross. Dans plein de sports, je l'ai déjà entendu. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la musculation, et moi je l'ai découvert quand je suis passé au kayak, c'est que la muscu, en fait, c'est devenu incontournable. Toi qui connais super bien ce domaine-là, tu sais comme moi qu'en préparation physique, la muscu est devenue aussi importante, voire plus dans certains sports, que d'aller courir. Nous, on allait courir, moi j'avais acheté un rameur, un Concept 2, et je m'entraînais avec ça, quoi. Je faisais mon physique avec ça et j'allais faire des footings. Je faisais des pompes, tu vois, des tractions, mais je faisais pas, quand je faisais du cross, je faisais pas de muscu. Voilà. Parce qu'on nous disait, l'ancienne école, non, les gars, faut pas faire de muscu, vous allez avoir les bras qui tétanisent et tout. Ce qui aujourd'hui, si j'entraînais des mecs qui font du cross, je leur dirais, non, on va faire de la muscu l'hiver, avec des muscles spécifiques, genre bulgare, pour gagner en force, et ainsi de suite. Mais voilà, c'était une ancienne école. Et aujourd'hui, quand tu vois les pros qui s'entraînent dans les vidéos,
que ça soit Red Bull pour pas les citer ou autre chose, mais des vidéos de cross de champions aux US ou même en Grand Prix ici, les mecs ils tapent de la muscu. Hein. La morphologie, c'est plus la même que les pilotes d'il y a 20 ans. Et en termes d'entraînement, tu t'entraînais combien de fois par semaine quand tu faisais de la motocross à fond? Ouais, après, moi, je te dis, j'ai eu une carrière un petit peu spéciale, carrière amateur. Hein. J'ai été juste champion de France de mini SX en 2005. J'ai été faire des courses de mini SX aux États-Unis, à Las Vegas, 2 fois. Mais quand je m'entraînais vraiment fort, alors que c'était que pour un niveau régional et quelques épreuves nationales, mais 1 ou 2 à l'année parce que ça coûtait extrêmement cher et j'avais pas de parents derrière, j'avais pas de budget. Je vais te dire, je m'entraînais, je pense, en B4, je m'entraînais 2 à 3 fois par semaine. Okay. Et après, la moto, c'est pas le kayak, tu vois. Tu laisses pas ta moto dans un club. Tu vois ce que je veux dire? Il faut toujours un camion, il faut toujours une remorque, toujours une logistique. Et tu passes beaucoup de temps à la laver, à la graisser, à la lubrifier, à faire l'entretien. Et ça prend beaucoup de temps. Et est-ce que tu as fait des études justement en parallèle de ça? Je sais pas, pour être spécialiste en mécanique ou pas? Alors, pas du tout. Moi, j'ai malheureusement, sans chercher d'excuses, mais comme j'ai perdu mon papa assez jeune, j'ai arrêté l'école assez jeune. Et j'avais vite compris, bon ça, j'espère que mes fils n'entendront pas ou pas tout de suite, mais j'avais vite compris que l'école m'apporterait pas grand-chose à ce moment-là de ma vie. Et je suis issu d'une famille de commerçants. Mon père était antiquaire, donc si tu veux, j'ai eu l'école de la vie, la bosse du commerce très rapidement. Donc j'ai tout de suite été indépendant. J'ai fait des petits jobs au début quand je suis sorti de l'école. J'ai été à l'école jusqu'à 18 piges, ma majorité, parce que j'avais promis. Et après, voilà, j'étais à l'école en Belgique. J'avais, mais j'ai rien fait en rapport avec la moto niveau études. Et qu'est-ce que ça fait comme étude alors en Belgique? En Belgique, je faisais de la mécanique générale. Moi, je voulais être menuisier ébéniste parce que mon père était antiquaire et menuisier ébéniste de métier, mais ma mère n'était pas trop favorable, donc elle m'avait inscrit en mécanique, ce qui n'était pas du tout mon choix, de travailler sur un tour et une fraiseuse. Mais je me suis rendu compte que tout ce qu'on fait dans la vie, en fait, nous sert un jour, et ça m'a servi parce qu'on fait dans le motocross. Après avoir fait du motocross jusqu'à 23-24 ans, après, j'ai ouvert un commerce, j'ai eu un magasin de moto. Très jeune, j'ai créé une entreprise et puis j'ai commencé à faire du business, acheter des motos, les revendre. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait fabriquer des pièces, qu'il fallait en acheter. Et j'ai commencé à bosser avec les US après mes premiers voyages. Et en fait, je me suis dit, mais les Américains, ils sont en train de… Enfin, ils nous vendaient les pièces, ils nous disaient qu'on avait l'exclu, mais ils la vendaient aussi à d'autres. Donc, j'ai dit, bon, vous voulez jouer à ça? Et je me suis dit, allez, je pars en Chine. Et je suis parti en Asie faire de l'import-export à 27 ans avec mon meilleur ami, qui était mon associé à l'époque. Et voilà, et on est parti en Asie et on a commencé à faire. C'est pour ça que je te dis que le tournage fraisage m'a servi un peu parce que je savais comment on fabriquait une pièce et tout te sert dans la vie, tout ce que tu fais, même si tu le fais et que t'as pas trop envie, comme moi à l'époque quand j'étais gamin au lycée. En fait, ça m'a servi là-bas parce que je savais de quoi je parlais et je savais comment on usinait, on fabriquait une pièce, je savais les coupes, les axes, enfin tout ça, tu vois, c'était un peu bête, mais je le savais quoi. Donc t'as quand même réussi à concilier ta passion de la moto avec ta carrière professionnelle. C'est ce que je dis toujours, en fait, j'ai la chance d'avoir toujours fait ce que je voulais dans la vie. Je me suis donné les moyens, ça n'a pas toujours été simple, je suis parti de zéro, même de -10 souvent, comme je dis. Mais voilà, je te dis, j'ai fait les choses tout le temps comme j'en avais envie, et ça, je remercie le bon Dieu ou la vie, j'en sais rien, ou ma bonne étoile, mais j'ai toujours fait tout ce que j'avais envie, quoi. J'ai réussi à concilier passion et travail de 20 ans à 30 ans, et ça n'a pas pris. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté à 30 ans de travailler là-dedans? Mon meilleur ami, en fait, a eu un grave accident de cross aussi avant moi. Il est passé pas loin de l'amputation également. On a un destin assez similaire tous les deux. C'est le parrain de mon fils et si tu veux, je suis le parrain de sa fille. Et il a eu un grave accident de motocross aussi sans tomber, mais c'est quelqu'un de très grand et sa jambe a vrillé. Il a eu de multiples cassures, fractures ouvertes, tibia, péroné, malléole, la totale. Beaucoup d'hôpital. Et puis, on avait prévu de vendre le magasin fin 2011. Donc, ça faisait déjà une paire d'années qu'on était en route. On avait 31 ans tous les deux, on a le même âge. Et puis, on s'est dit, on va passer à autre chose. Pourquoi pas faire de l'immobilier après, et ainsi de suite. Et si tu veux, on avait prévu de vendre. Et il a eu l'accident le 1er mai. Et, on a écourté. En août, on a vendu l'affaire. On a décidé d'arrêter. On a fait une liquidation de nous-mêmes. On a liquidé tout notre matériel. Moi, j'ai continué la moto. Bon, lui, il ne pouvait plus avec sa jambe. Et si tu veux, j'ai continué la bécane encore après, comme ça, pour m'amuser. Et donc, c'est à ce moment-là que tu t'es lancé dans l'immobilier? Ouais, 31 ans, concours de circonstances, un truc, j'avais rien demandé à personne, on est venu me chercher dans un repas comme ça. Un jour, j'ai entendu une copine de ma première compagne
qui disait tiens, dans la boîte de ma mère, il cherche un agent immobilier, toi qui vendrais n'importe quoi. Et j'avais même pas entendu ça pour moi, si tu veux, dans la conversation. Et à ce moment-là, on m'a dit, mais c'est à toi qu'elle parle, Eddie. Et je dis, ah ouais, je dis, bah, si tu veux, ouais, si tu veux. Et bon, à l'époque, je m'étais donné 6 mois après la vente du magasin, si tu veux, pour me dire, voilà, je vais me consacrer aux courses de sable. J'avais un projet sur l'enduro du Touquet. Je m'étais dit, bon, voilà, je vais essayer de rentrer dans le top 50 au Touquet. Donc, je m'entraînais tous les jours, j'allais courir, j'allais à la salle de sport, et puis voilà, quoi, je faisais ça. Et un jour, je sais pas pourquoi, en rentrant du footing, hein, tout se joue souvent sur un coup de dé. Moi, surtout dans ma vie, j'ai tellement eu de choses comme ça. Je suis allé passer, j'ai appelé le mec, je suis allé passer l'entretien. Le mec, je suis arrivé, bing, ça a matché direct. Il m'a dit, alors, il paraît que vous vendriez n'importe quoi. J'ai dit, bah, vous vendez pas n'importe quoi, vous vendez des maisons. Il m'a dit, ouais, bah, vous seriez capable. Je dis, je sais pas, j'y connais rien. Je savais ce que c'était qu'une SCI, un compromis de vente, enfin, comme la plupart des gens, n'importe quel lambda. Mais je me suis vite pris au jeu et puis ça a fait un petit peu comme Jordan Belfort dans le Loup de Wall Street. Je sais pas si c'est une de tes références cinématographiques. Si, je connais bien. J'aime beaucoup. Ouais. Voilà, j'aime beaucoup le côté commerce, hein, pas le côté drogue. C'est pas du tout mon truc, je déteste ça. Mais j'adore Léo dedans quand il arrive dans la boîte un petit peu de trading où il arrive un peu chez les pauvres malheureux, quoi. Et j'ai eu l'impression d'arriver là-dedans et où on me disait, en fait, si tu vends ça, on me donne tant. Moi, je dis, bah, ah bon, si je vends ça, vous me donnez tant. Moi, je me suis dit, ils savent pas compter ou quoi. Et en fait, j'ai enchaîné. Et puis, encore une fois, sans prétention, mais c'est la vérité. Tiens, je vois les trophées, là, je suis dans mon bureau. J'ai gagné des concours régionaux et ainsi de suite d'agents immobiliers, quoi. Parce que quand je fais un truc, je le fais au paquet. Et pendant, bah, tu comptes, de 31 ans à 34 ans, bah, j'ai cartonné, quoi. Je faisais des super résultats, je vendais beaucoup. Ça a commencé à se savoir. On est dans une petite ville. Et puis, voilà, quoi. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans l'immobilier. Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté l'immobilier? Parce que j'ai cru voir que tu avais arrêté justement pour te préparer pour les Jeux Paralympiques, mais tu as peut-être arrêté avant? Mais en fait, non, ce qui s'est passé les 3 premières années, donc 2012, 2013, 2014, j'ai cartonné. Et en fait, le 2 novembre 2014, c'est là que j'ai eu l'accident de moto. Je me préparais pour l'enduro du Touquet parce qu'en même temps que cette carrière immobilière qui s'ouvrait à moi et où ça marchait super bien en tant qu'agent immobilier, j'ai eu l'accident et puis bah, je suis tombé le 2, j'ai été amputé de 9. Enfin bref, un concours de circonstances, une journée pas faite comme une autre. L'ambulance qui s'enlise, l'hélico qui arrive en retard. Enfin bref, mauvais diagnostic dans le premier hôpital. Dans le deuxième, j'arrive un peu tard sur la table d'opération. Et puis bah, voilà, quoi. Dès le mardi, on me dit, mais ça on y reviendra peut-être après, mais dès le mardi, on m'annonce que la meilleure des solutions, c'est de couper. Donc ça fait un peu dur quand tu apprends ça à 34 ans en plein apogée. Tout va bien pour toi, quoi. Tout allait bien pour moi. Et si tu veux, donc je reviens à l'immobilier. Et ensuite, après ça, quand ma direction est venue, parce que je travaillais pour un grand groupe, et en fait, quand ils sont venus me rendre visite à l'hôpital, franchement, les mecs étaient émus. On était à peu près de la même génération. Il y en avait d'autres qui étaient un peu plus anciens, les grands boss. Et ils ont été très humains. Ils sont venus me voir et je les ai fait halluciner parce que je les ai fait rire sur le coup, mais je sais qu'après, ça leur a fait mal au cœur. Mais ils se sont dit, merde, le mec, attends, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ce qu'il dit. J'aurais dit, moi, messieurs, on m'a coupé la jambe, pas le reste. Je te laisse imaginer quand je parle du reste, tout ce qui va avec. Et je dis, moi, on m'a pas coupé la tête ni le reste, donc vous inquiétez pas pour moi, je reviendrai. Les mecs, je pense que sur le coup, ils se sont dit, ouais, lui, il est fou. Il se rend pas compte, il a une jambe en moins, il est dans le lit, il y a des cicatrices de partout, il est branché de partout. Mais moi, c'était une certitude. J'étais déjà, les gens me prenaient peut-être pour un fou au début, mais je savais très bien que j'allais revenir. Et en fait, 6 mois, même pas, 5 mois plus tard après l'amputation, 6 mois, ils sont venus me voir. Et ils m'ont dit, voilà, on sait que vous allez être un petit peu plus sédentaire avec une jambe en moins, on connaît votre tempérament. Il y a une phrase qui vous a choqué, vous a coupé la tête, pas le reste. Est-ce que vous voulez prendre la direction des agences, du groupe, et dans mon département? Et moi, je te dis, je suis un homme de challenge. J'ai accepté tout de suite. Donc, en fait, j'étais encore mieux placé après mon accident qu'avant. Donc, c'était assez marrant. Voilà, dans l'IMO. Et après, bah, c'est comme tout. Hein. Moi, quand même, je le dis, j'ai quand même un fort tempérament. Donc, et j'ai toujours été indépendant, j'ai toujours fait ce que je voulais. Donc, j'ai travaillé, j'ai passé des super moments pendant 3 ans en tant que directeur de plusieurs sites dans les Ardennes. Et en fait, ce qui s'est passé, après, il y avait une mésentente avec la hiérarchie. Et puis voilà, à la fin, il y avait aussi ce projet sportif qui me tendait les bras. J'allais avoir mon deuxième fils Arsène, j'avais déjà Oscar. Camélia, mon épouse, n'était pas loin d'accoucher. Et puis, voilà, j'avais fort grossi parce que je m'étais mis dans l'immobilier. Et au début, je me suis remis au sport parce que j'avais beaucoup de poids à perdre. L'immobilier, c'est pas compatible avec le sport. Je faisais plus du tout de sport après mon accident.
J'en ai fait un petit peu au début et après j'ai arrêté pendant 3 ans. J'ai rien fait du tout. Mais quand je te dis rien, c'est rien. Et donc, t'avais pris combien de kilos alors? Tu te souviens? Ouais, je suis monté à 120 kilos. Ah ouais. 118 kilos pour 1m81 avec une jambe en moins. Donc, si tu rajoutes le poids d'une jambe valide, du bout qu'on m'a coupé, ça fait à peu près 6 kilos. Je pense que si on avait mis en valide, j'aurais fait 124. Ah ouais, t'as bien mangé alors. Ah ouais. Quand j'aurai fini mon projet, un jour, je mettrai la photo d'avant et après. Et là, et j'ai perdu 35 kilos en remettant l'entraînement et en prenant du muscle, de la masse, machin, tout ça. Et voilà, quoi. Et je me suis lancé ce défi-là, quoi. J'ai intitulé ça du Mont Olympe à Tokyo. Exactement, j'allais dire comment c'est que t'as appelé ça comme ça? Parce qu'en fait, l'endroit où je m'entraîne, ça s'appelle le Mont Olympe, la base nautique de Charleville-Mézières et au Mont Olympe. Donc en fait, ça a tout de suite résonné dans ma tête. Attends, je me suis dit, moi je suis très superstitieux et je marche vachement au signe du destin. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ça se joue souvent sur un coup de dé. Et je m'étais dit, attends, t'es au Mont Olympe, mec. Donc voilà. Et puis je te dis, sur un coup de tête avec Antoine, mon sparring partner et fidèle ami, avec qui je m'entraîne tout l'hiver et que je remercie parce qu'il est là tous les jours, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige l'hiver, avec moi pour mettre mon bateau à l'eau, m'accompagner. On a été champion de France ensemble. Enfin bref, on a partagé plein de belles choses. Et j'espère que c'est pas fini. Peut-être dans d'autres domaines après, on verra. Mais voilà, mais un jour, ça nous a pris comme un coup de tête. Avant que je me relance à fond dans le sport, je me rappelle, on avait joué à la pétanque et on avait bu un peu de rhum, rhum brun, et on avait bien rigolé. On a un bon repas, en fait, à la maison. Et il me dit, si on achète une pirogue, mais t'es dingue, bien sûr qu'on est champion de France au mois de juillet. Et on était dimanche. Et je lui dis, t'es sûr? Je lui dis, on sera champion de France. Il me dit, oui. Il me dit, attends, je te montre 2-3 trucs. Il me dit, t'inquiète, il faut perdre un peu de poids, machin. Et tu vas pas me croire, mais un dimanche après-midi, j'ai regardé, j'ai tapé pirogue, on a sorti l'ordi portable. On a regardé, machin, buvant un petit rhum. Et on a regardé et on s'est dit, ah ouais, en fait, on a trouvé un constructeur qui s'appelait, pour pas le citer, Wu Outrayer. Malheureusement, paix à son âme, parce que le fondateur est décédé il y a 2 ans dans un accident de pirogue. Donc, j'ai une petite pensée à lui. Et le mec m'a répondu un dimanche. Donc, en fait, moi, je match vachement. Je suis très commerçant et j'ai plutôt la mentalité belge que française, même si je suis très patriote. Voulant dire que nous, les Belges, il n'y a pas de jour pour le commerce. Ça travaille le dimanche comme ça travaille le lundi. Tu vois ce que je veux dire? En France, c'est pas trop la politique. Et le mec m'a répondu. Il m'a dit, ouais, pas de problème, machin, là. 3 quarts d'heure après, je crois qu'après avoir accroché, je lui faisais un virement de 4 000 ou 5 000 balles et puis j'avais commandé 2 pirogues. Ça s'est fait comme ça. Ouais, énorme. Ouais. Et je reviendrai après sur la pirogue. Je voulais revenir rapidement sur ton accident, mais énorme. Je vois que t'as beaucoup d'enthousiasme. Ça fait plaisir à entendre. Mm-hmm. Comment ça se passe pour toi psychologiquement quand on t'annonce qu'on va te couper la jambe? 34 piges, en plein apogée. En plus, je venais de me séparer de ma première compagne, la mère de mon fils aîné. J'étais déjà avec Camélia, qui est mon épouse aujourd'hui, et ça a été très compliqué parce que j'avais 34 ans. Je te dis, c'est pas méchant, mais voilà, c'est un gamin magnifique, en bonne santé, une passion qui t'anime dans la vie, un métier qui te donne envie de te lever tous les matins et dévorer tout. J'étais un peu le Stéphane Plaza de Charleville, mais sans les caméras, tu vois. Ça cartonnait, ça payait bien. J'avais une belle caisse, une belle maison, puis surtout, je te dis, des gens qui m'aimaient autour de moi. Enfin, ça fait drôle parce que puis surtout après ce que j'ai vécu, quoi. Mon père, je te dis, était déjà décédé d'un accident de moto 17 ans plus tôt, pour mes 17 ans. Là, j'ai 34 ans, il m'arrive ça qui me tombe sur le coin du nez. Je me suis dit, merde, tout ce que tu as fait pour la moto, j'ai vendu des motos qui ont fait des championnats du monde, j'ai vendu des motos qui sont parties aux États-Unis rouler, j'ai vendu des motos, j'ai rendu service à des mecs dans la moto, j'ai hébergé des gens dans la moto, j'ai emmené des gens aux US faire des courses, tu vois, j'ai vraiment tout fait dans la moto pour que ça se passe bien. Et même si au début j'étais revanchard par rapport à l'accident de mon père sur la façon de rouler, après j'ai été plus smooth et en fait je faisais plaisir aux gens de la moto tout en gagnant ma vie, je le cache pas, mais si tu veux, j'étais un passionné, quoi. J'étais un fou de moto, donc je comprenais pas, je me disais, mais putain, pourquoi il m'arrive ça, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter encore ça? Est-ce que tu as vu un signe un peu de superstition, comme tu crois un peu à tout ça? Totalement, je me suis dit, écoute, mon copain, faut relativiser dans la vie. Ton père, il n'a pas eu la chance de rester en vie. Est-ce que tu n'aurais pas préféré avoir ton père avec une jambe en moins que de ne pas l'avoir? Tu vois, je te parle avec le cœur, je te parle vrai. Mais ceux qui me connaissent, ils savent que je suis comme ça. Mais bon, voilà, moi, je parle assez ouvertement des choses. Mais voilà, je me suis dit quoi? Je me suis dit,
estime-toi heureux. Parce qu'à l'époque, il y avait qu'Oscar, Arsène n'était pas né. Et je me suis dit, attends, tu dois être là pour lui. Donc, moi, dès qu'ils m'ont coupé la jambe, avant qu'ils me coupent la jambe, je me rappelle, le psy de l'hôpital à Lille était venu me voir. Le mec, il avait halluciné parce que il me dit, vous faites quoi? Il y avait une tablette qui était dans la chambre avec le lit. Enfin bref, il y avait une tablette, un genre d'iPad, et puis je tapais dessus et il me dit, vous regardez quoi? Tu sais, il voulait voir un peu dans quel état d'esprit je me sentais. On allait me couper la jambe, ma jambe elle était cuite, j'étais dopé à la morphine. Je dis, je suis en train de regarder ce qui existe comme prothèse, est-ce que je peux faire comme sport? Donc en fait, le mec, il s'est dit, ouais, lui, il a bien vu que ça irait à la suite, mais il s'est dit, dis donc, voilà, il est déjà dans l'après. Moi, en fait, je l'ai compris, je te dis, dès le mardi, on m'a dit, bon, écoutez, monsieur Potvin, il y a 3 solutions. Il y a le caisson hyper bas, donc ça, c'est sur pression et il faut essayer de chasser les microbes, mais bon, je vous le dis franchement, c'est mort. La deuxième solution, c'est on essaye de gratter votre jambe, mais ça va être genre 18 mois, 2 ans d'hôpital, et je pense que ce qu'on sait de vous et ce qu'on a pris comme renseignement auprès de vos proches, c'est pas le genre de la maison, et puis c'est pas le genre de grand monde de rester autant de temps à l'hôpital. Donc, et votre jambe sera morte, ça sera un boulet, vous la traînerez derrière vous. Mais par contre, de ce qu'on sait de vous et ce qu'on a appris, c'est que vous êtes un battant, et puis la meilleure solution, c'est de la couper parce que sinon, vous allez avoir des complications, et voilà, la jambe était morte, quoi, elle était cuite, quoi. En fait, j'ai fait ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, une ischémie, un syndrome d'éloge et une poplité. Et en fait, tout a explosé à l'intérieur, quoi, parce que ça n'a pas été pris à temps, quoi. Donc, bon, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, j'ai vécu une semaine comme ça, 7 jours avec la jambe, sans réparer les cassures, je te dis pas la douleur, et avec des balaves de 20 cm, mais ouvertes sur 3-4 cm où vous voyez le mollet, enfin l'os, enfin bref, je vous ai pas les détails. Et voilà, et j'ai vécu une semaine comme ça, et ils ont coupé le 9 novembre. Et quand tu te réveilles sans ta jambe, est-ce que, vu que tu avais déjà fait des recherches sur les prothèses, t'avais tout de suite ta prothèse ou comment ça s'est passé? En fait, non, j'avais pas parce que j'ai passé 15 jours en soins intensifs à Lille. Mais moi, ce qui est incroyable, c'est que j'avais que la jambe. J'avais même pas je suis tombé à 100 km/h dans le sable, j'ai volé à 3 mètres de haut, j'ai repris la moto sur moi. Mais quand je te dis, je n'avais même pas un bleu ni une égratignure, je n'avais rien. Il y avait juste la jambe qui était cuite. Et ce qui est assez incroyable. Et donc, en fait, si tu veux, ouais, non, j'avais pas de prothèse, j'avais rien, mais j'avais promis à ma mère à l'époque et à Camélia, qui est devenue mon épouse, que pour Noël, je marcherais. Alors forcément, ça, les gens, même mes proches, aujourd'hui, ils me le disent, ils me disaient, bah ouais, bien sûr, mais oui, tu vas marcher, t'inquiète pas et tout. Mais en fait, je suis arrivé le 24 décembre en marchant avec une canne. Bon, je peux te dire que je souffrais le martyre parce que c'était pas cicatrisé à fond, mais j'avais déjà une emboîture, une prothèse un peu archaïque et je marchais. Donc, 1 mois et 1 semaine après avoir été amputé, je marchais, ce qui est assez rare. Donc, voilà. Et tout à l'heure, tu disais que t'as mis 3 ans avant de te remettre au sport, alors que tu regardais déjà les prothèses pour pouvoir faire du sport. Comment ça fait que ça a pris aussi longtemps? Bah, en fait, si tu veux, j'ai eu l'accident. Donc, au début, 1 mois après, il y a eu une initiation au centre de réadaptation où on m'a proposé, je me rappelle au début, j'ai rien contre mes amis qui font de l'aviron, mais on m'avait proposé de faire de l'aviron. Et moi, j'avais dit, parce qu'ils m'ont vu sur le concept 2, enfin, tu connais bien l'appareil, et ils m'ont vu enchaîner là-dessus avec la jambe coupée. Ils se sont dit, bah, lui, il arrache tout, ça va aller. Même si j'avais jamais fait trop de muscu, tu vois, je mettais déjà 100 kilos développé couché une fois. Maintenant, j'en mets je sais pas combien, mais enfin, j'en mets pas 50, mais tu vois, j'ai plus de force, que j'en ai fait beaucoup. Mais à l'époque, ils ont vu que j'avais des facultés, même si j'avais jamais fait de muscu, et puis ils voyaient sur le concept les temps que je faisais, c'était les temps presque de valide. Et j'étais enragé, quoi. Et ils m'ont proposé l'aviron, et je leur ai dit, écoutez, le prenez pas mal, parce que l'aviron, en fait, c'est un super sport, mais ils vont à reculons. Ils avancent, mais ils voient pas où ils vont. Et je dis, moi, dans la vie, je veux voir où je vais. Et le mec m'a regardé, le kiné, il s'est dit, ouais, bon, d'accord, si tu veux. Et il est revenu un quart d'heure après, il m'a dit, non, je me suis trompé, c'est une initiation canoë. Et je connaissais déjà Pierre Servel, l'entraîneur du club de Charleville. Et je suis arrivé là-bas, et puis, Pierrot, il était pas fou déjà à l'époque, hein, il avait tout de suite compris, hein, il s'est dit, merde, il n'osait pas m'appeler au début, mais il savait très bien que, voilà, il s'est dit, Eddie, il est amputé d'une jambe, il vient du motocross, il a eu un bon niveau, il fait du sport depuis qu'il est petit, il est sain de corps et d'esprit, et voilà, quoi, il a voulu me brancher là-dessus, mais d'abord sur le kayak. Je connaissais pas du tout la pirogue, donc je savais que ça existait, mais je savais pas que les Andis en faisaient. Et ils m'ont mis sur le kayak. Bon, c'est plus compliqué, tu as déjà fait du kayak, c'est plus compliqué de tenir en équilibre, surtout avec une jambe en moins. Et l'eau était pas du tout mon élément. Moi, comme dit Rocky, moi, je nage comme une clé à molette. Donc, enfin, c'est Apollo qui dit ça sur Rocky plutôt. Mais voilà, moi, je nageais comme une clé à molette. J'étais pas du tout. Enfin voilà, l'eau était pas du tout mon élément. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle de l'handi-kayak en équipage. C'est là que j'ai rencontré Antoine, mon fidèle sparring partner et ami et compagnon hivernal.
Et voilà, et j'ai enchaîné comme ça, et puis j'en ai fait un petit peu, mais c'était vraiment, comme je te dis, reconstruction physique et mentale. Ils m'ont fait toucher quelques barres, un petit peu de muscu comme ça, et puis voilà, je suis allé jusqu'au championnat de France, c'était à Gérardmer à l'époque, je suis allé dans les Vosges. Ah, Gérardmer, c'était de 2015 ou 2016 alors? 2015, ouais, c'est ça, c'était 6 mois après mon accident. J'aurais pu te croiser si j'y étais. D'accord. Dans la compète, ok. Ah, dans un lac démonté, un lac démonté en plus. Un lac démonté, j'étais tombé au milieu du lac, je m'en rappelle. Ah ouais, putain, il était sacrément démonté. Hein. Ah ouais, j'étais tombé au milieu du lac juste avant le départ. Enfin bref, et donc Antoine, mon fidèle pote sur l'eau, était venu m'aider à. Heureusement, il avait embarqué avec moi. J'avais un gilet de sauvetage. Il m'avait aidé à vider le bateau. J'étais remonté dedans et j'avais été faire mon 200 mètres après, sans aucune prétention ni rien. Mais ça me faisait sortir et puis ça me faisait faire autre chose. Et j'apprivoisais comme je te dis, l'eau et j'apprivoisais ça parce que je connaissais pas du tout et c'était pas du tout mon élément. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai eu la proposition, comme je t'ai dit tout à l'heure, du grand groupe pour lequel je travaillais, de devenir responsable des agences et puis dans mon département. Et puis voilà, quoi. Donc, j'avais dit à Pierre, l'entraîneur du club, écoute, un jour, je reviendrai, mais pour l'instant, je peux pas. Et j'avais déjà pris pas mal de poids parce que la sédentarité, forcément, quand on te coupe la jambe et que tu vois un peu la vie que j'avais avant avec le cross et tout, même si j'étais costaud, je faisais 95 kilos, tu vois, parce que j'avais pas une hygiène de vie extraordinaire, mais j'étais quand même un bon pilote de ça. Mais donc, j'ai pris beaucoup de poids après. Et voilà, j'ai pris beaucoup de poids parce que forcément, l'immobilier, tu manges bien au resto et puis tu es souvent invité. Ça a été quoi le déclic pour te mettre justement à la baraque? C'est ta discussion avec ton pote et le fait de commander et de te dire allez, j'y vais tout de suite? En fait, en juillet 2017, j'ai appelé Pierre, l'entraîneur du club, et j'ai dit Pierrot, est-ce que je peux reprendre une licence au club? Il m'a dit ouais, reviens. Donc, lui, il est très kayak, c'est un kayakiste. Donc, j'avais racheté un kayak chez Kayak Online, chez Suradi. J'avais appelé Patrick, vas-y, claque-moi un kayak. Je l'avais fait faire sur mesure et un truc. Ah ouais, je vais te raconter une anecdote aussi sur les pirogues. Et en fait, les pirogues, je me les suis fait livrer à un stage, à Saint-Laurent-Blangy, pour être précis, et le 2 novembre, en plus, le jour de l'anniversaire des 3 ans de mon accident. Donc, en juillet 2017, j'ai repris le sport pour perdre un petit peu de poids. Donc, j'avais déjà perdu une dizaine de kilos. Et je suis allé au stage, c'était un stage, ça s'appelait pas encore la relève comme aujourd'hui pour mes collègues, mais ça s'appelait, je sais plus comment, un stage de détection si tu préfères. Et j'étais allé, et les pirogues m'ont été livrées là-bas par un dénommé Désiré. Et c'est avec lui que j'ai fait mon premier tour de pirogue. Et il y avait Mathieu Goubel, que tu connais, qui est un ancien grand champion, un grand athlète et un très bon coach, que je remercie au passage. Qui était là et ils ont halluciné, quoi. Le mec arrive, il achète 2 pirogues et les pirogues arrivent et je rentre pas dedans. Les fesses passent pas dedans. Oh merde. Impossible de rentrer dedans. Et là, je faisais 108, 110 kilos, j'avais déjà perdu une dizaine de kilos et je rentre pas dedans. Donc la pirogue, une place, je la prête à Mathieu, c'est lui qui s'amuse avec tout le long du stage pendant 2 jours. Et moi, je prends la V2 et l'OC2 et j'en ai fait avec Désiré. Et c'est lui qui m'avait expliqué un petit peu. Et puis voilà, quoi. Puis je m'étais fait plaisir. J'avais déjà des ambitions dans la tête, parce que je m'étais dit, j'en avais parlé beaucoup avec mon épouse. J'avais dit, écoute, j'ai la chance de pouvoir le faire, encore une fois, sans prétention, mais financièrement, je pouvais me permettre d'arrêter j'allais toucher, par exemple, des indemnités de chômage pendant 2 ans. Je savais très bien qu'il n'y avait pas de problème. Comme je gagnais bien ma vie, c'était conséquent. Donc, si tu veux, je pouvais me permettre de me consacrer qu'au sport. Et ensuite, il y a eu les sponsors qui sont arrivés, ainsi de suite, quand j'ai intégré l'équipe de France. Et puis, j'ai réussi à faire un petit peu ma tambouille à moi, quoi. Et puis, mon team à moi, quoi, où j'ai créé mon truc. Et t'as mis combien de temps pour rentrer dans ta VA? Dans la VAA, après en novembre, donc le 2 novembre, et après j'ai perdu, je me suis dit, attends, non, je me suis tapé la honte, je suis arrivé au stage, je rentrais pas dans le bateau. Donc, je crois que le premier jour où j'ai fait de la VAA, c'est le 17 novembre de mémoire. Ah, ça a été assez vite alors. Ouais, 15 jours plus tard, j'avais reperdu 3-4 kilos, moi je perds très vite. Genre, tu sais très bien que tu sais mieux que moi, mais quand il y a un excédent de graisse, tu perds rapidement, forcément. Et donc, c'est facile de perdre 2-3 tailles, surtout quand tu es dans un surpoids qui n'est pas ton poids habituel. Tu repères rapidement et quand tu as fait beaucoup de sport par le passé, tu connais ton corps. Donc, je savais, ça a été difficile au départ. Hein. Et tu te souviens de cette première séance tout seul? Ah ouais, je me rappelle, on était avec Pierre et puis Antoine, ils m'ont regardé, et Camélia était enceinte d'Arsène et Oscar était à l'école, je me rappelle, et ils sont venus me voir, donc Camélia, Antoine et Pierre. Et j'ai fait du bateau et en 15 jours, j'ai déjà cassé un bateau en deux, quoi. J'avais arraché le support des yatos à l'avant. Voilà. J'étais un peu une brute, je voulais aller un peu vite, puis je pense que j'étais un peu lourd et avec le recul aujourd'hui, j'étais un peu trop penché à droite. Ok. Et t'avais des bonnes sensations à ta première séance? Une sensation de liberté. Et puis, j'avais vraiment envie de faire ce sport-là. Pourquoi, j'en sais rien. Est-ce que c'est les dieux de la pirogue qui m'ont appelé? Je sais pas. Peut-être que
que les amis tahitiens comprendront ce que je vais te dire, parce que, comme ils disent, c'est le Haïto, le guerrier. Moi, aujourd'hui, j'espère que là-bas, ils me considèrent un peu comme un Haïto, parce que j'ai tout fait pour, et qu'au début, c'est d'eux que je me suis inspiré. Hein. J'ai bouffé de la vidéo, mais inimaginable. Des heures et des heures. Ça fait quelle dimension une VA? Parce que j'arrive pas à trouver trop d'infos, en fait. Les premières que j'avais, elles faisaient plus de 7 mètres, elles faisaient 7 mètres 30. Ah ouais, c'est hyper long. Ouais, j'ai commencé sur une Woo, une pirogue française, je l'ai cassée, je l'ai vendue. Après, j'ai récupéré ce qu'on appelle une idoine qui était au club, mais qui est très lourde. C'est pas fait pour faire la compétition, mais pour l'initiation, c'était très bien. Et cet hiver-là, mon premier hiver, on a eu des très grosses crues, donc on pouvait pas naviguer sur le fleuve, enfin la rivière qui est la Meuse chez nous. Donc on naviguait dans le port parce qu'il y avait des grosses inondations. Enfin bref. Et pour l'apprentissage, ça a été relativement bien, c'est ce qu'il me fallait en fait. Et après, je suis passé sur des modèles italiens, la marque Holloway. Et bah là, forcément, c'est comme si tu passes aussitôt comment je vais dire, tu passes directement une pirogue de course, quoi, de course en ligne, et puis des mecs qui fabriquent ça depuis plus de 30 piges, c'est du bateau performant, quoi. Puis j'avais perdu beaucoup de poids, et puis bah, ça s'est enchaîné rapidement, comme j'en parlais tout à l'heure au club avec un futur, j'espère, un successeur, j'espère. Et donc, si tu veux, j'ai enchaîné des courses départementales, régionales, puis interrégionales, et puis jusqu'aux piges. Je suis arrivé à ce qu'on appelle les piges en France, tu connais, hein, les sélections. Avant, ça s'appelait les piges, maintenant c'est les Open, donc les sélections équipe de France. Et je me suis retrouvé là-bas où j'ai couru contre. On n'était que 2 en fait en pirogue, et j'ai couru contre qui s'appelle Ronan, que je salue. Un super gars aussi de qui je me suis beaucoup inspiré à mes débuts. Je regardais que lui parce qu'il y avait que lui en France qui allait vite. Et j'ai beaucoup copié ce qu'il faisait. Et voilà, et j'ai été courir contre lui, il m'a battu. Mais et j'avais déjà gagné le championnat de France de fond, mais comme on fait du 200 mètres, Éric Leleu, quel sélectionneur, ça lui tapait pas trop dans l'œil à l'époque. Il s'est dit, bon, lui, on peut peut-être faire quelque chose, mais il est un peu costaud. Il m'a vu au pige, et puis au pige, j'étais à 4 et 5 secondes de Ronan. Et ensuite, il y avait les autres piges un mois après. Et j'avais prévenu, j'avais dit, dans un mois, je reviens, je le bats. Et je suis venu, le matin, je l'ai battu d'1 seconde. Et l'après-midi, il a dû me battre de 3-4 centièmes. Donc, en fait, après, ça s'est enchaîné super vite. Là, on est en mai 2018, ça fait même pas 6 mois que je fais du bateau. Et Éric Leleuc, le sélectionneur, le head coach, qui est toujours en place à l'équipe de France, me dit, OK, contrat rempli, c'est un match direct. Il me dit, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Et je lui dis, pourquoi? Et en rigolant, je savais très bien pourquoi. Il me dit, il y a la Coupe du Monde à Szeged, tu viens avec nous, t'es libre? J'en ai parlé avec Camélia, elle m'a dit, fonce. Et puis, j'y suis parti. Je suis parti à la Coupe du Monde. Et à ce moment-là, tu étais déjà à fond dans l'entraînement, tu avais commencé à t'entraîner vraiment à professionnaliser ta pratique? Ouais, parce que tu viens pas gagner les piges contre un mec qui fait 10 ans de pirogue dans les pattes en claquant des doigts. J'étais déjà arrivé, je faisais déjà à peu près 95 kilos, donc j'avais déjà perdu un peu 23 kilos. Je faisais de la muscu, et je m'entraînais, on va dire 2-3 fois par semaine en bateau. J'avais le temps, je faisais que ça. Et donc, entre-temps, j'avais eu Arsène, mon deuxième fils, donc ça m'avait pris un peu de temps. Mais je me rappelle, le lendemain de la naissance d'Arsène, j'étais déjà à l'entraînement. Parce que je voulais vraiment faire quelque chose là-dedans. Je me suis lancé dans un projet. Et quand je me lance dans quelque chose, j'y vais à 200%. Bon, c'est comme ça. Justement, tout à l'heure, tu parlais d'avoir monté une team tout autour de toi. En quoi ça consiste? En fait, si tu veux, ça s'est passé comme ça. Je le fais dans l'ordre. Et après, si tu me feras penser, si j'oublie de revenir au truc de team. Ouais, t'inquiète. On a fait de mai 2018, donc la première Coupe du Monde. Je passe en finale A. Je suis le seul Français qui passe en finale A en pirogue. Donc, ça tape dans l'œil d'Eric. Il me dit, écoute, je fais dernier de la finale A parce que je prends un mauvais départ. Je pense que j'étais pas habitué au vent et tout ça. Et je me retrouve, il me dit, écoute, dans un mois, on part, c'était 3 semaines après, je crois. On part en Serbie, à Belgrade. Il y a le championnat d'Europe. Tu viens avec nous? Je dis, OK, je m'entraîne comme un dingue. Avec Pierre à l'époque et puis Antoine. Et en fait, on arrive à Belgrade et je fais 5 au championnat d'Europe. Donc, tout le monde hallucine un peu parce qu'ils se disent, attends, le mec, il n'a jamais fait de pirogue de sa vie, il fait 5. Et après, je me réentraîne et on arrive à Montemor, championnat du monde 2018 au Portugal. Et là, à la surprise générale, je gagne la série. Bon, moi, je le savais parce qu'il n'y avait que le premier qui passe. C'est un peu c'est le format du championnat du monde. C'est souvent comme ça parce que nous, on est 3 séries. Il n'y a que le premier qui accède direct, un peu comme au jeu là, il y a la semaine dernière. Et je gagne la série. Devant le championnat d'Europe, devant le champion d'Europe l'anglais, devant le vice-champion d'Europe polonais. Et je leur claque même 2 secondes, je crois. Et là, ils se rendent compte qu'il y a un truc à faire, quoi.
Et je fais la rencontre en Serbie. J'ai oublié de quelqu'un qui va devenir très, très important dans ma vie. Et donc, bon, j'ai du mal à dire une carrière, même si beaucoup pensent que c'est une carrière. Ouais, c'est une carrière de para. Moi, j'ai souvent beaucoup de mal avec ça, à me comparer aux valides, parce que pour moi, c'est nous les champions. Mais bon, on nous dit que nous aussi. Alors, je me force à le croire des fois. Mais et j'ai rencontré Olivier Boivin. Et ça a changé. Je vais pas dire ceci, ça a changé ma vie sportive, quoi. J'ai tout de suite matché avec ce gars-là. Et c'est un médaillé olympique à Barcelone, médaille de bronze en C2. Et qui a eu une multitude de médailles internationales. Bon, il va peut-être m'engueuler si je dis ça parce qu'il est très humble. Et voilà, mais je l'avais encore au téléphone tout à l'heure. On a une relation spéciale et ça a matché tout de suite. Et on n'a pas travaillé tout de suite dans un premier temps ensemble, mais après il y a eu 2019, les premières médailles internationales, 3e au championnat d'Europe, 3e à la Coupe du Monde. Et après Szeged, où je pars dans ma tête pour être champion du monde, mais là j'ai vécu, tu sais ce que c'est, je pense, tu l'as déjà peut-être vécu, ou autour de toi les gens que tu prépares, c'est du surentraînement. Je me suis surentraîné. Je pense que j'ai payé la perte de poids énorme que j'avais eue sur l'année précédente et fin 2019. J'étais jeune dans la discipline. Je me voyais devenir champion du monde. Je croyais que j'allais battre l'Australien McGrath. J'allais à Szeged pour être champion du monde et j'ai oublié le principal qui était le quota. Il fallait faire dans les 6. Et encore une fois, sans être prétentieux, c'est un truc que j'aurais pu faire d'un bras dans les 6. Mais je me suis trop focalisé sur le résultat et la première place. Et c'est à partir vraiment de cet échec-là, j'ai eu un échec là-bas, où je fais 8 parce que je suis rincé. En fait, je mets pas un pied devant l'autre des 3 jours de course. Bon, je fais quand même 2 en série, 3 en série, je fais 2 en demi, je me qualifie. Donc bref, et puis il y a un gros vent de dos, je tape 2 fois dans l'eau, tu perds facilement 1 seconde et demie, 2 secondes. Ah, voilà. La 6e place, je crois qu'elle était à quelques centièmes, et puis le podium, il était peut-être à 1 seconde et demie, mais vu les erreurs techniques que j'avais fait en pensant trop aux résultats et en voulant absolument, tu vois, être champion du monde, bah, je les ai payés, quoi. J'étais pas prêt, en fait. Je pensais que j'étais capable, mais j'étais pas prêt. Mais je le sais aujourd'hui avec le recul, avec l'expérience. Et c'est là que je me suis rapproché d'Olivier Boivin. Et depuis, c'est lui qui fait tous mes programmes, qui fait tout. Avec Eric, bien sûr, le head coach qui supervise, mais c'est mon entraîneur, c'est Olivier Boivin. Quand tu parles de surentraînement, c'est-à-dire que tu t'entraînais plusieurs fois par jour, tous les jours Ouais. Et puis je pense que j'avais trop forcé sur les stages terminaux. Et je pense que moi, je viens d'une autre discipline. Je me permettrai pas de juger les valides ni de juger leurs résultats parce qu'en plus, c'est des gens que j'admire et que je respecte énormément pour ce qu'ils font depuis tant d'années. Mais je pense que venant d'une autre discipline, hein, encore une fois, hein, mais je pense que quelque part, je dis pas que c'est le cas récemment ou ça l'a sûrement été pour certains quelquefois et ça arrive à tout le monde. Peut-être toi aussi dans la muscu, mais c'est fréquent, le surentraînement. Moi, j'étais tombé dans cette adrénaline et dans ce truc où je me disais, si j'y vais pas, je vais être moins fort. Alors qu'aujourd'hui, j'ai très bien compris que des fois, il vaut mieux sauter une journée, surtout quand tu approches de 35, 40 piges, t'as pas 20 ans. Tu comprends? Et le 200 mètres, c'est tellement explosif que, bah, même si c'est pas, enfin, on fait pas du 10 000, tu vois, c'est différent. Mais c'est moins de 50 secondes et, c'est contraignant et s'entraîner sur la chaleur et ainsi de suite. Je pense qu'on n'avait pas été assez pointu sur la préparation. Par rapport à moi, je parle. Par rapport à mon âge, par rapport à ma vie familiale, par rapport. Tony Estanguet dit un truc magnifique. Enfin, magnifique. Il dit un truc très juste. Et son livre, c'est une question d'équilibre. Quand il a écrit son livre, c'est une question ou une histoire d'équilibre, je ne sais plus comment il dit. Et il a raison, c'est de pouvoir. Comme il dit dans ses Olympiades, il ne s'est pas entraîné de la même façon la première, la deuxième, la troisième où il échoue et la quatrième où il revient et il claque tout le monde. Tu comprends? C'est propre à chacun et on s'entraîne différemment quand on change et quand on vieillit. Après, t'étais récent dans l'activité aussi. Quand t'es récent dans l'activité, tu sais, bah, t'as écouté les autres épisodes. Tout le monde passe par une phase quantitative en fait. C'est avec le recul, tout le monde dit voilà, faut faire de la qualité, de la quantité de qualité ou de la qualité de quantité, je sais plus comment je me perds dans les mots, mais on passe tous par cette phase de quantité au début parce que tu es super motivé, t'en fais beaucoup, et après tu passes par une phase de qualité, et après tu vas remettre de la quantité avec de la qualité, mais au début c'est un peu cette phase qui est un peu, j'ai l'impression, obligatoire pour tout le monde. Bien sûr, et puis ce qui fait aussi c'est l'adrénaline, parce que le para, ce qui est différent par rapport au valide, c'est que c'est souvent une seconde carrière. Moi j'ai eu ma carrière dans la moto amateur, ou je vais dire dans la moto en fait. Comment je vais te dire, même un amateur, il est pro. Tu vois, et c'est ce qui m'a fait faire la différence et être bon rapidement aussi, je pense, en pirogue.
c'est que même excuse-moi de dire ça, mais le plus grand des poireaux en motocross, ça reste un pro. Parce que le mec, il met sa vie en danger, le mec, il entretient sa machine, le mec, il dépense tellement d'argent, qu'il soit riche ou pauvre, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour devenir riche en moto, il faut être milliardaire avant pour finir millionnaire. Donc, c'est comme ça. Et quand tu arrives dans une discipline neuve comme ça, moi, j'ai revécu, j'ai eu des nouvelles montées d'adrénaline, des victoires de série, des victoires de demi, gagner les championnats de France, même si j'avais pas de concurrence en face, avec tout le respect que je dois à mes adversaires. Mais tu comprends, j'étais tellement au taquet, j'étais content de briller, de redevenir sur le devant de la scène, que même si je suis un battant dans la vie, je pense, j'aurais pas cru que ça allait être aussi cool, tu vois, aussi bien. Et ce que j'aime dans la discipline, et je remercie vraiment, que ça soit le collectif ou même le staff valide, et même à la Fédé, c'est que on n'a même pas l'impression d'être des andis. Je vais citer que Rémi, Nelia et moi, parce qu'on est les 3 seuls du collectif et les 3 seuls à être au jeu. C'est nous, la vraie équipe de France. Mais on est considérés par les valides comme des athlètes à part entière. Parce que je pense que nous 3, Nelia qui a un cursus différent, qui a fait du canoë toute sa vie, Rémi a professionnalisé aussi la discipline un peu à sa manière, et moi je l'ai professionnalisé encore différemment, donc je vais rebondir sur la team, ce que tu me parlais tout à l'heure, mais j'ai su créer ma team. Au bout d'un moment, j'ai demandé des choses, et j'incrimine pas la fédération, qui est une très bonne fédération. La FFCK, c'est une super machine. C'est une super machine, et si je le compare à une entreprise privée, c'est une super entreprise privée. Maintenant, comme dans toutes les entreprises privées ou dans une famille, il y a forcément des choses à améliorer ou à changer, mais on m'a pas demandé mon avis et c'est pas à moi qu'on le demande. Si un jour on me le demande, je pourrais leur dresser un cahier des charges de ce que j'ai vu pendant 4 ans sans prétention, mais bon, c'est pas le problème. Mais pour en revenir à la team, moi j'ai créé ma team parce qu'au bout d'un moment, j'avais demandé des choses et malheureusement, je les ai pas eues. Et donc j'ai créé ma team avec Olivier Boivin qui a préparé toutes mes programmations, que ce soit muscu, bateau et ainsi de suite. J'ai créé ma team aussi avec Antoine Mousquet, mon fidèle partenaire, et voilà, et qui était présent avec moi tout l'hiver. Et puis après, à la belle saison, il y avait les stages, et puis l'équipe de France paracanoë du collectif dont je fais partie depuis mai 2018. Mais j'ai vraiment créé ma team, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme je t'ai dit, j'ai mon camion, j'ai ma remorque, je dépends pas du club. Moi, mon club, il fait rien pour moi, et je fais tout seul de A à Z, mais avec Olivier qui prépare, Antoine qui m'accompagne et Eric qui supervise. Et comment ça se passe? Tu parlais un peu des sponsors. Est-ce que tu as des sponsors? Comment ça se passe pour toi là-dessus? Ouais, j'ai des sponsors privés. Alors là, avec le retour des Jeux, j'ai énormément de gens qui sont intéressés par le projet et tout le monde me tanne pour Paris 2024. Mais je pense que ça, tu vas me poser les questions, on parlera après. Voilà, après, ouais. Ouais. Et donc, si tu veux, ouais. Moi, mon épouse Camélia me disait toujours, mais pourquoi tu ne demandes pas? Mais moi, je suis pas quelqu'un qui demande. Je me suis toujours débrouillé tout seul par rapport à mon parcours de vie et je demandais rien à personne. Moi, les bateaux, je les achetais tout seul, j'ai jamais rien demandé. Et après, j'ai été contacté au vu des résultats, la team Grand Est, c'est eux qui m'ont contacté, qui me donnent un super billet tous les ans, qui m'ont dit, attendez, vous avez des résultats internationaux, donc je veux vous mettre dans la team Grand Est, vous le méritez. Ils m'ont donné un gros chèque. Il y a eu ensuite le conseil départemental qui s'est rapproché de moi, mais moi, j'avais jamais rien demandé et qui m'aide énormément, le conseil départemental des Ardennes. Après, il y a eu des sponsors privés qui sont à la base, pour la plupart, des amis ou des connaissances avec qui j'ai beaucoup travaillé par le passé, ou qui sont simplement des gens qui aiment mon projet et qui s'intéressent à ce que je fais. Mais il y en a d'autres qui veulent se greffer au truc, mais pour l'instant, je n'ai pas pris de décision, on en reparlera après. Mais oui, les sponsors, j'ai pas, par rapport à, je pense, mon expérience commerciale, ma fibre, ma bosse du commerce, comme on dit, j'ai pas trop de problèmes pour trouver ça. Est-ce que tu pourrais vivre que des sponsors? Ouais, bon, vivre, c'est un bien grand mot. Après, j'ai la chance d'avoir beaucoup travaillé et d'avoir quand même, d'avoir beaucoup travaillé avant. Enfin bref, et vivre que des sponsors, je pense que si je m'y mets vraiment et que si je décide d'aller à Paris 2024 sur les 3 prochaines années, je pense que je vivrai des sponsors sans aucun problème. Mais après, j'ai aussi cette envie de transmettre, pourquoi pas d'accompagner, d'aider. C'est pas un changement de carrière, mais peut-être faire les deux, j'en sais rien. Je sais que je devrais peut-être pas le dire, mais je suis à un tournant de ma vie. Donc là, les choses dans l'ordre. Il y a Copenhague la semaine prochaine, il y a le championnat du monde. Je suis mobilisé, je m'entraîne depuis. J'ai fait une coupure de vendredi à vendredi, une semaine, et puis voilà. Et ça va comme coupure. Ouais, mais avec le retour, le voyage, tout ça, et les émotions que j'ai vécues là-bas, ça on en parlera
reviendra aussi après, je pense, au jeu. J'ai été très fatigué et très touché de ce que j'ai vécu là-bas, mais dans tous les sens du terme. Mais voilà, on verra. Je prends pas de décision dans l'immédiat. Je reviens sur 2019 où tu loupes ton championnat du monde. Ouais. À partir de ce moment-là, tu te professionnalises encore un peu plus avec ta team. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne comme résultat après? Je me professionnalise avec ma team, mais je fais des choix de parcours. En fait, je décide de pas aller en Guadeloupe où mes collègues de l'équipe, les deux autres, ils vont avec Eric et Claude. Moi, je décide, et Guillaume, notre kiné, il faut pas oublier le kiné parce qu'il est très important dans un staff. Salut Guillaume. Et je décide de pas y aller, en fait. Moi, je dis, écoutez, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, les autres n'en ont pas, mais on n'a pas le même âge et je leur en veux pas. Et à leur place, je ferais pareil si j'avais leur âge et leur situation. Mais moi, je décide de pas aller en Guadeloupe et je choisis d'aller, on peut le dire, hein, avec Olive, avec Antoine, on part s'entraîner à Saint-Cassien, au sud de la France. Olive nous rejoint quelques jours là-bas, on s'entraîne, mais on fait notre truc à nous, quoi. C'est vraiment mon team, c'est mon truc à moi et ça commence comme ça. Malheureusement, on revient de Saint-Cassien où la prépa suit son cours, tout va bien, que ce soit niveau poids, matériel, pagaie, bateau, tout. Et en fait, on revient et le Covid arrive. Donc, le Covid arrive, forcément, tu prends un coup de massue parce que moi, j'étais parti sur un projet de 3 ans pour aller de la petite histoire, comme j'avais dit, du Mont Olympe à Tokyo. Et là, tu te rends compte que les jeux sont annulés, que reportés ensuite. D'abord, ils sont annulés, ensuite, ils sont reportés. Donc, tu te dis, faut faire des choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je retourne bosser? Enfin, tu vois, tu te demandes, quoi. Même si je suis en forme comme jamais à ce moment-là. Et puis, ils se décident d'organiser quand même le championnat de France. Bon, forcément, encore une fois, en toute modestie, mais bon, je rafle tout. En France, j'ai toujours tout raflé. Je prends les 3 médailles d'or. Et après, il y a comment que ça s'appelle? Il y a une Coupe du Monde qui est organisée à Szeged, en Hongrie. Et je me dis, pour conjurer le mauvais sort, bien sûr que j'y vais, j'en suis. Et bon, avec le protocole sanitaire du début du Covid, début de la fin du premier confinement, on arrivait dans le deuxième, donc c'est en septembre, il y a 1 an. Là. Et on part à Szeged, au comité restreint, mais on y va quand même. Je fais 3 sur le 200 et je fais 2 podiums, 3 sur le 200 et 2 sur le 500. Donc, on n'était pas beaucoup, il n'y avait pas le plateau gratin mondial. Donc voilà, on y va. Bon, en plus, il y avait il y avait un vent de merde de gauche. Donc moi qui suis droitier, c'était pas trop pour moi. Mais bon, je m'en sors, je fais mes 2 podiums, ma médaille. Puis voilà, on rentre à la maison tranquille et on repart sur une prépa hivernale. Et je décide d'aller tenter ma chance, parce que comme j'ai toujours pas le quota et que c'est reporté d'1 an, on apprend que la qualification n'aura lieu que à Szeged, encore une fois. Je suis toujours à Szeged en mai 2021, donc cette année. Donc, il faut encore se rentraîner. Ça fait 2 ans que tu as loupé le quota, enfin 18 mois que j'ai loupé le quota. Et il faut aller à Szeged, le couteau entre les dents. Et quand on arrive, on nous dit il y a 4 quotas à récupérer pour le monde entier. On est une trentaine. Et bon, il y en a déjà 4 quotas qui sont présents. Donc, il en reste sur le papier 25 à part moi potentiellement qui peuvent décrocher le quota. Et si tu veux, quand on arrive, on apprend la veille avec Eric, la veille de la série, que les Japonais décident de mettre à 99%, les Japonais décident de prendre le quota VL3 dans ma catégorie, qui est en plus la plus dense du plateau. Et donc, ça fait qu'il reste plus que 3 places. Donc, bon, on se dit, voilà, maintenant, on connaît on a les tenants, les aboutissants, donc toujours pareil, préparer tout l'hiver, entraînement avec Antoine, les planifs d'Olive, supervisé par Eric. On arrive là-bas à Szeged, boum, je gagne la série avec 2 secondes et demie d'avance. Donc, super truc. Et le lendemain, je passe une très mauvaise nuit. Je dors très mal, je dors pas de la nuit. Je me rappelle, c'était de nuit, mais ça m'est rarement arrivé dans ma vie. Enfin, j'ai vécu des événements, mais là, j'avais très, très mal dormi. Ça m'est rarement arrivé une veille de course. Et en fait, le lendemain, Olivier m'avait dit, faut écrire l'histoire, il faut créer ta course. Ça sera une course différente, la finale. Et puis, il y a l'enjeu du quota. Et reste devant, reste focus. Je sors pas terrible, comme dit Eric, je leur ai mis les sueurs, comme disait Eric, Claude et tous ceux qui étaient présents ce jour-là, avec Guillaume, je leur ai mis des sueurs froides parce qu'ils se sont dit, il va pas l'avoir. J'étais, je crois, 5e ou 6e à un moment au milieu de course. Et là, je me suis dit, non, j'ai pensé à mes gamins, à ma femme, à tout. Non, mais rigole, t'as pas fait tout ça pour rien. Et j'ai réaccéléré, et puis le bateau est reparti, et puis j'ai relancé le bateau. Puis on finit les 3 premiers pour 9 centièmes. Donc sur 200 mètres, c'était très serré. Et je fais 3 médailles de bronze, je décroche le quota et me voilà parti au jeu par là. Ah, c'est super alors.
Ouais, que d'émotion. Mais moi, j'ai jamais rien facilement dans la vie. J'ai toujours tout eu un petit peu par des chemins un peu différents des autres. C'est souvent un parcours un peu sinueux, mais j'arrive toujours à mes fins. J'avais une question sur le matériel. Est-ce que la pagaie, c'est la même que pour le canoë? Alors à l'époque, ouais, c'était un point très important. En 2018-2019, je courais avec des pagaies de pirogue, proprement dit de VAA, qui sont un petit peu en forme goutte d'eau, et avec un choix de coaching d'Olivier Boivin, qui m'avait dit, écoute, moi j'ai repéré que quand même avec une pagaie droite, avec la puissance que tu as, qui est un de tes points forts, tu décollerais plus vite. Donc on est passé sur des pagaies droites de canoë, je lui ai fait confiance, et puis ça s'est avéré être juste, et puis ça s'est enchaîné. Maintenant je pagaie avec des pagaies de canoë. Alors pas la taille d'un Adrien Barre, ou forcément, où tu vois des ténors comme Mathieu Goubel, tout ça, du canoë, parce qu'ils sont beaucoup plus hauts, donc ils ont plus d'amplitude vu qu'ils sont à genoux. Moi, il faut pas oublier que je suis assis dans le bateau. Mais pour te donner une idée, c'est à peu près les mêmes pagaies que Eugénie, Laura et tout ça, quoi, les meilleures séistes françaises. En termes de largeur, je parle. Au niveau du bateau, pareil, j'ai du mal à trouver des infos. Le stabilisateur, il est toujours du même côté ou tu peux changer de côté? Tu choisis? Pas du tout, non, c'est très important. Tu peux changer de côté. Moi, aujourd'hui, je cours avec des pirogues Nelo qui sont beaucoup plus courtes et réactives, qui mesurent 5 mètres 40. C'est un peu plus grand qu'un K2. Et en fait, je cours avec ça et j'ai le flotteur à droite. Je suis amputé jambe gauche. Et en fait, à l'époque, avec Pierre, il m'avait dit quel côté tu préfères. Et puis voilà, comme j'étais droitier, main droite en bas, poignée de gaz à droite sur une bécane, je ne me suis pas posé la question. Et est-ce que ça, justement, parce que je t'ai entendu plusieurs fois parler du vent, est-ce que ça joue par rapport au côté où est le stabilisateur? Ah ben, énormément. Et c'est terrible parce que je pense qu'on va rebondir sur les jeux maintenant à cause de ce que tu viens de me dire. Mais si tu veux, au jeu, c'est pareil. J'arrive là-bas, enfin, on parlera peut-être du séjour après, on verra. Mais au jeu, je gagne la série, c'est pareil. Je fais une série d'anthologie. Il y a quand même le vice-champion du monde, médaillé olympique en paralympique en kayak qui est avec moi. Je le sors. Enfin, je gagne la série. On est que 2 à passer sur tout le gratin avec McGrath qui est le champion paralympique et invaincu. On passe chacun dans notre série, on accède directement à la finale sans passer par la demi. Il y avait le vent de face et en fait, le matin de la finale des Jeux, le vent venait de gauche. Alors, tous ceux qui sont bordés droite, c'est leur hantise. Et dès que je suis arrivé, j'ai vu les drapeaux qui bougeaient sur la droite, donc le vent venait de gauche très fort. Et voilà, quoi, donc j'ai pas pu, je vais te dire franchement, sur la finale des Jeux, je suis encore frustré, la pilule est dure à avaler parce que j'ai l'impression que j'ai pas gagné à 70%. Et que ça m'a rincé parce que j'ai fait cœur dressé. Et j'ai pas placé les coups que je voulais, quoi. Alors qu'à la série, c'était boum, 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 bing devant. Quand t'as du vent comme ça, en fait, ça te lève le stabilisateur, c'est ça? Ça te fout un peu en l'air? Non, pas du tout. En fait, ça pousse sur la pirogue. Et en fait, le problème, tu le rencontres aussi bien chez un séiste que sur un piroguier. C'est qu'en fait, la culture européenne fait qu'en pirogue, on pagaie que d'un côté. Les Polynésiens, les Australiens, les Néo-Zètes, eux, ils pagaient des deux côtés. Ils font ce qu'on appelle du switch. Ils changent de côté pendant la course. Mais sur la finale des Jeux, sur 8, il y a 6 mecs qui pagaient à gauche et 2 qui pagaient à droite. Voilà. Ok, ouais, et tous ceux qui sont devant, ils pagaient à gauche. C'est comme ça la vie. Donc eux, en fait, quand le vent vient de gauche, il les aide pas, mais il les handicape pas. Tandis que si tu pagais à droite et que tu as le vent de gauche, il t'handicape. Et pour te donner une idée, par exemple, Szeged, je vois la série, le vent venait, cette année au niveau du quota, le vent venait de droite. Je te dis, je gagne avec 2 secondes et demie d'avance parce que forcément, le vent est m'avantage et qu'il y a très peu de gens qui pagaient à droite en pirogue. Parce qu'il faut savoir, c'est que c'est culturel, hein, c'est ancestral, hein, la pirogue, le VAA. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les Polynésiens, ils appellent ça les Aito, les pratiquants, les guerriers. Et en fait, ils n'ont pas trop compris, enfin, ils ont compris, mais par rapport à l'handicap. Mais en fait, si tu veux, à la base, ils se sont dit, on m'a déjà fait la remarque, pourquoi parce qu'eux, ils appellent ça le hama, le flotteur. Et ils disent, mais pourquoi il est à droite? Il doit être à gauche parce que normalement, il est à gauche parce que c'est le côté de ton cœur. Et en fait, ils appellent ça l'arbre de la vie. Eux, ils sont c'est presque une religion là-bas. Et donc, c'en est même une pratiquement, ouais. Et donc, en fait, les mecs pagaient, tous les Tahitiens, ils pagaient à gauche. Peu importe s'il y a un handicap, pas d'handicap, c'est le flotteur. Et est-ce que c'est une piste de réflexion pour toi à l'avenir de changer de côté? Non, pas du tout. Non, je suis trop fort à droite. Mais tu sais, si le vent vient de droite, il n'y a aucune discussion, ça se passe dans l'autre sens. Mais c'est comme ça, la vie. J'en ai parlé avec plusieurs personnes qui font de la simple pagaie, mes entraîneurs, que ce soit Eric ou Olive, hein, qui sont tous les deux des bordés droits.
ils le savent très bien. Eux aussi, ils ont eu des courses comme ça, très compliquées dans les années 90 ou 2000 pendant leur carrière valide. Ils ont fait les jeux tous les deux, avec plus ou moins de réussite à certains moments, et même eux le disent. Et même si tu en parles avec Mathieu, qui est aussi un bordé droit, Adrien, si je dis quoi, il est bordé droit aussi. T'es bordé droit ou t'es bordé gauche, mais voilà, c'est comme ça. Après, c'est un choix eux, ils l'ont choisi quand ils étaient gamins par rapport à leur facilité. Et puis, ce qu'ils préféraient, mais moi, ça a été choisi comme ça par rapport à l'handicap, quoi. Ok. Et alors, comment ça se passe, à Tokyo pour toi? Parce que donc je reviens, t'as ton quota, donc après il te reste 3 mois pour les Jeux. Est-ce que quand t'as ton quota, t'es surmotivé, tu te dis de pas faire l'erreur que t'avais fait avant de te surentraîner? Ouais. Ah oui, oui, on a vraiment fait, comme dit Olivier, il appelle ça, Olivier Boivin, de la haute couture. Il dit on va faire de la haute couture et c'est vraiment le terme juste. En fait, on a vraiment on a vraiment fait aux petits oignons, comme on dit dans l'expression entre sportifs. On a vraiment fait ça, je te dis, vraiment de la haute couture, quoi. On a suggéré, on a aménagé, ou comme je t'ai dit tout à l'heure, je le citais Estanguet parce que j'aime beaucoup son livre, j'ai lu 3 fois, et il le dit dedans. C'est une question d'équilibre, donc il faut équilibrer aussi le côté familial. J'ai 2 enfants, j'ai Oscar qui vient d'avoir 9 ans, Arsène qui a 3 ans et demi, j'ai Camélia, mon épouse. Tu vois, j'ai une vie de famille, je suis un papa, j'ai 40 piges, mais je suis athlète de haut niveau aussi et paralympique. Donc il faut gérer tout ça et plus éviter le surentraînement et de se cramer. Donc, on ne s'est pas cramé. Et je pense que je suis arrivé au jeu dans de super dispositions grâce au programme d'Olive et à la supervision de Eric Leleuc. Mais voilà, j'ai pas de regrets sur la prépa ou sur le boulot qui a été fait. Même mon kiné Simon à la maison, Guillaume, mon kiné en équipe de France, que c'est lui principalement. Mais voilà, j'ai pas. Ah oui, puis il y a eu le championnat d'Europe entre temps aussi où je fais 3. J'avais gagné également la série à Poznan. Mais tu vois, j'ai aucun regret sur la prépa et sur l'état de forme quand je suis arrivé au jeu. Non, j'étais au maximum de ce que je pouvais. Et comment ça s'est passé l'acclimatation sur place justement? Vous étiez à Komatsu comme l'équipe des valides, on va dire. On était 500 mètres au-dessus. C'était pas le même hôtel, on était 500 mètres au-dessus, mais on est arrivé déjà. Il faisait une chaleur de malade. Alors moi, mon cœur, il monte maxi à 180 ou 183 ou 4. Donc, tu vois, 220 moins 41, ça doit faire 179. Donc, il monte un peu plus haut quand je suis au taquet en course. Et là, il montait pas à plus de. Allez, à l'entraînement, sur de la vitesse, il monte à 160, 170, 175 sur des belles séances. Mais là, il montait pas à plus de 120, 130, 125. Tu vois, j'arrivais pas à monter dans les tours. Alors qu'il y avait un petit peu de vitesse, mais tu vois, c'est dur de récupérer au début avec le décalage horaire et la chaleur. Et quand on est arrivé, il faisait vraiment très, très chaud. J'ai voyagé pas mal dans ma vie, mais j'avais rarement eu chaud de cette façon-là. C'est vraiment une chaleur, et vraiment infernale, vraiment fatigante, quoi. Donc il y a eu cette acclimatation. On était dans un hôtel où on a vécu des choses formidables avec des gens d'une humanité, d'une gentillesse incroyable. Les Japonais, c'est vraiment des gens qui ont le sens du service. D'ailleurs, je lance un appel à Paris 2024 et je pense que la dragée est haute. J'ai pas de doute sur la France et je suis fier de mon pays. Mais ce que j'ai vu à Tokyo, il y a du level pour s'aligner derrière eux et faire. Ils méritaient vraiment d'avoir du public. C'est vraiment dommage pour eux parce qu'ils ont fait des Jeux paralympiques pour ma part extraordinaires. Et ce que j'ai vu des Olympiques à la télé parce que je suivais tout, que ce soit le canoë ou même le judo ou d'autres disciplines. Et là-bas, je me suis rendu compte vraiment c'était vraiment un sens du service incroyable, vraiment un accueil terrible. Enfin bref. Et donc voilà, donc l'acclimatation, ouais, un peu difficile, la chaleur. Et puis après, en fin de semaine, on a eu un peu de chance, il faisait un peu moins chaud, et puis il y a eu un peu de vent sur le lac, c'était très venteux où on était. Et donc c'était un peu plus parlant pour moi, ça me plaisait un petit peu plus. Et puis on est arrivé à Tokyo, bon alors là, la deuxième semaine, chaleur, tu pouvais rien faire, quoi. Tu fais 1 mètre, t'es trempé de sueur, hein. Tu transpires fort, enfin, t'es costaud aussi, tu sais ce que c'est, hein. Même si on est athlétique, qu'on fait du sport, enfin moi rien à voir avec toi, mais tu vois ce que je veux dire. Moi j'aime pas trop la chaleur non plus, mais. Enfin, voilà, le sport, mais forcément quand on est costaud déjà en plus, je pense que c'est différent, mais voilà, tu transpires à rien faire, hein. C'est un truc de dingue, l'humidité, la chaleur. Et il faisait, quand il y a eu les courses d'aviron, quand on était à Komatsu, c'était 2 jours avant qu'on arrive, sur le même bassin, il faisait 45-49 degrés. T'imagines? Il faisait entre 45 et 50 degrés, c'est un truc de fou, quoi. Tu dis ça aux gens ici, les gens ils disent ah bon, non, c'est pas possible. Bah si, c'est cette chaleur-là. C'est une chaleur de dingue. Et en fait, ça c'est là que vraiment, franchement, je te le dis, j'y ai vraiment cru, quoi. Parce que en 2 jours, on est arrivé à 18 degrés. Truc de dingue. Perturbation, brouillard, pluie.
mes Ardennes que j'aime. C'est ce que j'allais dire. Les Ardennes. Non, mais mec, les Ardennes, comme si j'étais sur le lac chez moi, ça s'appelle les Vieilles Forges où je m'entraîne. Mais un truc de dingue. Même Eric, il me disait, mais toi, t'es béni des dieux. Il dit, moi, je me le disais, je me dis, je suis béni des dieux. C'est pour moi. Là, je l'ai senti. Je me suis dit, il se passe quelque chose. Attends, les températures, elles sont divisées presque par 3. Le matin, il faisait 15 degrés. L'après-midi, il faisait 18, 22 maxi. Il pleuvait à verse. Tu voyais les mecs des autres nations, je citerai pas de nom, mais des concurrents qui commençaient à regarder, qui se disaient, oh là là, c'est quoi ce temps de merde? Les mecs, ils mettaient les longues manches. Moi, j'ai m'entraîné en Marseille. Enfin, j'étais dans mon élément. Et le vent, que de face. Et moi, ce que je préfère, c'est le vent de face. Parce que c'est très dur. Combien tu pèses aujourd'hui, d'ailleurs? Ce matin, je faisais 87,8. Ah ouais, t'étais vachement léger comparé à... Oh, quand même. Moi, je suis un des plus lourds du plateau, quand même. Mais dans ma catégorie. Mais j'ai pris, j'ai dû prendre un petit kilo quand même depuis que je suis revenu. Ouais, bon, c'est pas bon. Ça fait pas de mal, quoi. J'ai bien mangé cette semaine. pour recharger les batteries. Ah, mais comme toi, j'aime bien quand il y a le vent de face. Je sens, j'ai l'impression que quand on est lourd, on aime bien que ce soit de face, quoi. Mais, comme dit Olive ou comme dit Eric, des coachs, c'est en fait parce que t'es puissant. Ou même Mathieu le dit aussi, c'est parce que t'es puissant et tu trouves la pluie plus facilement avec le vent de face. Et c'est dans ces moments-là que forcément, moi je dis ça en rigolant, mais je dis ils font le drapeau, quoi. Ceux qui sont plus légers vont faire le drapeau, hein. Avec le vent de face, ils avancent pas. Par contre, quand il y a le vent dans le dos, c'est toi qui rames parce que t'es plus lourd. Et alors, comment se passe ta série pour commencer? Ma série, c'est la série de rêve. Après, je pense qu'un jour on va me surnommer Série-Man parce que j'ai gagné les séries championnat d'Europe, série Coupe du Monde, série championnat du monde, et j'ai même gagné les séries aux Jeux paralympiques. Après, je gagne. C'est pas méchant, mais on travaille là-dessus avec Nathalie, ma coach mentale ou psy sportive, comme on veut, à la Fédé. Et c'est bizarre parce que je gagne tout le temps les séries, peu importe avec qui je suis. Donc ça, c'est drôle. Et voilà, et j'ai gagné la série, c'était un vent de face. Voilà, je me suis pas posé de questions, j'ai regardé le sabot, je me suis dit, alors là, mon copain, sans essayer de penser aux résultats, on avait beaucoup travaillé là-dessus avec elle et aussi avec Olivier Boivin et Eric Leluc. Et voilà, je sors peut-être troisième, je fais mon petit bonhomme de chemin, je reste focus, je reste devant et je savais que c'était jusqu'à la ligne. Je savais qu'il y avait le Brésilien qui était très dangereux et puis l'Argentin. Le Russe, je savais qu'il partait fort parce qu'il est léger mais qu'il allait s'essouffler. Et ça n'a pas loupé. En fait, je regardais devant, je regardais pas, je me suis dit, allez, devant. Et je pense qu'ils sont restés un peu collés avec moi jusqu'aux 100 mètres. À 120 mètres, je leur ai mis une petite louche, peut-être 1,50 m. Après, ils ont voulu revenir un peu. Je l'ai senti, j'ai réaccéléré. Et je finis avec un demi-bateau d'avance. Donc, ça fait, je sais plus, je dois avoir 3 dixièmes d'avance. Mais c'est une course qui est géniale parce que j'en garde un souvenir extraordinaire parce que je l'ai maîtrisé, quoi. Et à ce moment-là des Jeux, c'est comme ça vaut ce que ça vaut. Il y en a que ça fera rigoler et je m'en tape. Mais je savais que j'étais le dauphin de McGrath. À ce moment-là, je savais que j'étais le seul à pouvoir l'inquiéter. McGrath, c'est l'Australien. Ouais, mais je vois bien qui c'est, hein, t'inquiète. Et voilà, oui, mais je le dis pour les autres gens, toi, je sais bien. Mais si tu veux, là, à ce moment-là, je me suis dit, toi, mon copain, là, maintenant, tu vas voir. Et voilà. Et après, ça s'est pas passé comme prévu. Et donc, comment ça se passe, la finale pour toi, tu finis combien? Donc la série, ça se passe comme ça. Donc le lendemain, tu as un jour off. Et le samedi matin, les autres font tous la demi, sauf Curtis McGrath et moi. On est qualifiés direct en finale. Donc je fais mes entraînements. Mais je te dis, dès que je suis arrivé sur le bassin, j'ai vu que le vent venait de gauche et que ça allait être compliqué. Et déjà, on a ce qu'on appelle, tu vois ce que c'est un premier temps, un deuxième temps au niveau de l'échauffement. Moi, je suis quelqu'un qui fait toujours un premier temps et 45 minutes. Après, je remonte sur le bateau et je m'en vais faire ma course. Et voilà. Et j'ai fait mon premier temps et j'ai tout de suite senti qu'il y avait un problème. Enfin, qu'il y avait un problème, j'ai essayé de me mobiliser. J'ai pensé à tout ce que les grands champions m'ont dit, que ce soit Adrien Bas, que ce soit Mathieu Goubel, Olive, Eric, tous les grands séistes français que je connais. Ils m'ont toujours dit, quand ça t'arrive, faut te dire qu'il faut être le meilleur droitier et il faut se remobiliser, trouver des repères, trouver des choses et puis comme dit Eric, il faut trouver des solutions dans ces cas-là. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Il y a eu un faux départ, ça m'a un peu déstabilisé, mais je cherche pas d'excuses encore aujourd'hui, c'est pas mon genre dans la vie. Et le faux départ, il est valable pour tout le monde. Donc, il y a eu un faux départ et 17, top. Hop, on recule, on se remet dans le sabot. Après, voilà. Et j'ai été aussi, j'ai une petite anecdote, mais je le dis quand même. J'ai été un peu ennuyé aussi avec les vêtements, les vêtements pour l'équipe de France parce que j'avais pas les trucs à ma taille toute la semaine. Alors, c'est peut-être de ma faute, je suis peut-être trop gros ou trop costaud, j'en sais rien, mais j'avais pas les trucs à ma taille et ça m'a saoulé grave.
Donc, à Komatsu, T'étais trop serré? T'étais comprimé à fond? ouais. Au niveau des cuisses, j'étais à moitié coupé parce que le truc, il était trop petit, le collant, et ça me serrait. Le confort, c'est trop important. Et en fait, je tirais tout le temps dessus, même avant le départ, ça me saoulait, c'était pas ma taille. Et le maillot aussi il était trop petit. Et bon, heureusement, j'ai trouvé une couturière à Komatsu, des gens adorables. Le maire de Komatsu a réussi à me le faire agrandir et tout. Enfin, bref, micmac, c'est comme mes inventions à moi. Mais j'ai réussi à trouver une solution pour le faire agrandir, mais c'était pas très confortable. Mais ça retire rien à la performance. Et c'est tout. Le plus gros du truc, c'était le vent qui venait de gauche. Et donc voilà, la course se lance. Donc, je suis pas spectateur de la course parce que ça m'est déjà arrivé par le passé d'être spectateur, surtout quand je suis à côté de Curtis. Et là, je me dis, je suis à côté de toi, c'est parti. Je pense pas au vent parce que je me dis, bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. J'avais fait le cheminement dans ma tête. Et je regardais devant. Après, tu sais pas où t'en es. Et quand on arrive vraiment dans les derniers mètres, quand je vois le Brésilien qui est à ma gauche, qui m'a jamais battu, que j'ai toujours battu finale série, ou partout où je l'ai croisé. Je vois que le mec est devant moi, donc j'en déduis en jetant un œil à droite que McGrath est devant moi aussi. Il reste 10 mètres à faire et là, j'ai tellement redressé que la lucidité est plus là et j'ai pas pagayé comme je voulais. Si tu veux, sur les 50 premiers mètres, j'ai pagayé comme je voulais parce que là, c'est puissant et on lance le bateau. Et à partir de moment, il y a ce qu'on appelle un grattage en pirogue où tu grattes hyper vite, tu mets du rythme pour vraiment monter le bateau à sa vitesse maximum. Et je pense que j'ai pas réussi à l'atteindre et ça m'a frustré parce que je redressais beaucoup et si tu veux, tu vois comment c'est fait. Enfin là, je fais les gestes dans mon bureau, mais tu ne fais pas. Mais tu vas chercher un peu sur l'avant et puis tu pousses avec la main supérieure comme si tu étais dans un mur et tu tires de toutes tes forces et tu reviens rapidement devant pour mettre du rythme et rester devant. Et en fait, j'étais obligé d'écarter un peu la pagaie vers le flotteur en exagérant. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais si tu zoomes et qu'on analyse la vidéo avec des gens qui connaissent la discipline, même toi, tu vas le voir, tu vas dire, ah ouais, ok, je comprends. Et en fait, je pagais pas. C'est comme si je vais te dire, tu avais une barre, je sais pas moi, tu fais des reps à 100 kilos, puis d'un côté, t'as une barre à 20, d'un côté, tu as mis 40 kilos, de l'autre, tu as mis 45, tu n'as pas fait gaffe. Tu vois ce que je veux dire? Ou comme si tu allais faire un footing, ça va pas être le même rendement. Et comme si tu allais faire un footing et puis que tu avais une basket de 500 grammes, et puis normal, il y a un truc qui va pas aller. Donc, voilà, et en fait, tu es obligé de redresser. Et voilà, c'est comme ça. Et est-ce que tu regrettes ta course ou finalement, tu as fait vraiment du mieux que tu pouvais? Comme je t'ai dit, j'ai pas de regrets sur le niveau de performance, le niveau de, comment je vais dire, mon niveau technique et mon niveau physique. Après, ça sera les si ou peut-être les mauvaises langues qui m'écoutent. Peut-être certains diront, ouais, mais t'aurais mis un coup de pagaie de plus, la médaille de bronze, tu l'avais ficelle. Ok, mais vous étiez pas dans le bateau, c'est pas vous qui tenez la pagaie. Et avec les si, je serais champion paralympique. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on peut pas savoir ces choses-là. C'est fait. Et comme j'explique à mes fils, bon, Arsène est jeune, mais Oscar l'a déjà compris à 9 ans. Je remonterai pas le temps. Le temps, ça se remonte pas. Et si je pouvais le remonter dans la vie, c'est pas ça que je changerais dans ma vie. Tu l'as bien compris. Donc, voilà. C'est comme ça. C'est l'histoire des 10 pots de vin. J'ai jamais rien eu facilement, je t'ai dit. Je sais pas ce que je vais faire après. Tout ce que je sais, c'est que la semaine prochaine, il y a Copenhague. Il n'y a pas à rougir du parcours que j'ai eu. Je pense que, je te dis, encore une fois, sans prétention, je pense que j'ai professionnalisé le paracanoë. Peut-être même, je vais pas dire j'ai professionnalisé la course en ligne parce que ce serait manquer de respect et je les admire tellement que je peux pas dire ça. Mais je pense que j'ai amené quelque chose dans le bateau qui n'existait pas avant. Justement, je voulais te poser une question sur la prépa physique, parce que là tu dis que tu tires à droite, donc j'imagine que ça fait pas mal de déséquilibre. Est-ce qu'en muscu tu fais pas mal de travail aussi à gauche pour essayer de rééquilibrer? Pas spécifiquement à gauche, c'est vrai que non, on n'a jamais bossé là-dessus, mais bon, je travaille beaucoup au muscu. Tu vois les programmes, à des moments c'est de la force, des moments c'est de la FE, il y a des forces endurance. Il y a des moments, l'hiver, c'est de la bulgare. Et musculairement, visuellement, t'as pas de déséquilibre, justement, en étant plus balèze à droite? Quand je regarde là, non. Enfin, je vois bien que mon bras droit, mon biceps droit est plus gros que le gauche. Mais je pense que ça se voit pas parce qu'on me l'a jamais trop dit. Voilà, non. Je me posais cette question parce que je me disais, comme tu fais que d'un côté, est-ce que, surtout que ça fait beaucoup de coups, donc ça fait pas mal de reps, quoi. Ouais, ça fait beaucoup de reps. Et puis, en fait, même si tu pagaies que d'un côté, faut pas oublier que la main supérieure a un rôle différent. Forcément, il y a moins de tirage. Mais comme tu pousses, tu vois, il y en a une avec laquelle tu pousses et une avec laquelle tu tires. Donc bon, avec aussi beaucoup,
enfin, tu le sais, les gens qui font du kayak ou du canoë font beaucoup de tirage planche. Le rowing, là, tu sais, de la tirade. Ouais, tout à fait. Donc voilà, après, bon, moi j'ai tout à la maison, j'ai une salle de muscu. J'ai vu que tu avais aussi un ergomètre pour faire de la VA. Ouais, j'ai un ergomètre VA, j'ai un rameur Concept 2. Et puis T'en es content de l'ergomètre VA? Ah ouais, franchement, c'est top. Je le conseille, je sais pas à qui, mais. Ouais, parce que je t'ai vu dans une vidéo en faire et je me demandais ce que ça valait. Bah ouais, truc un peu bête, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais enfin non, même pas, parce que bon, je pense qu'aujourd'hui, en VA apparat, il n'y a pas grand monde qui a fait ce que j'ai fait, que ce soit en palmarès ou en kilomètres, mais je pense que c'est moi qui ai un peu plus, peut-être le plus d'expérience dans ce domaine-là. Mais ça m'a apporté un truc différent cet hiver, de faire beaucoup d'ergo, parce qu'on a eu un hiver pourri, et puis j'ai eu quelques problèmes, des ennuis qui m'ont pas permis de faire les stages au soleil, donc je suis resté chez moi. Mais tout ce que j'ai fait avec l'ergomètre m'a permis de travailler quelque chose de différent avec la transmission. Et voilà, et Olivier, qui est un fin préparateur physique et technique, très pointu, pour ceux qui le connaissent, ils le savent. Ça m'a vraiment apporté un truc différent. Ouais, bah, je te demande parce que quand j'avais parlé avec Rémi, pareil, il aimait bien en faire aussi, sans c'était différent. Rémi en fait beaucoup, ouais. Lui pour d'autres raisons, sans me dire parler pour lui, mais bon, il me contredira pas. Rémi, il en fait aussi beaucoup parce que forcément, lui, c'est lié à son handicap et il a des problèmes avec tu sais, je l'avais dit, je crois, dans le podcast, avec la chaleur, il peut pas naviguer en dessous de certains degrés. Donc forcément, l'hiver, quand ça descend en dessous de 10, comme il sent pas ses jambes, c'est autant bénéfique de faire de l'ergo dans une salle où il fait 25 ou 30 degrés, quoi. J'imagine que tu fais pas de coupure l'hiver si tu t'imposes pas une coupure l'hiver si tu peux naviguer. Non, moi je navigue toute l'année. Donc il pleut, qu'il vente, qu'il neige, j'ai des vidéos, t'hallucines. Moi j'ai vu cet hiver, pour la petite anecdote, souvent les gens se rendent pas compte. Mais moi j'ai vu cet hiver avec Antoine, il m'a mis le bateau à l'eau, je suis parti sur le lac chez nous, le lac des Vieilles Forges. Je me suis retrouvé au milieu du lac, donc environ un peu plus d'1 kilomètre du bord. Il y avait tellement de brouillard, tu voyais pas à 3 mètres, mais bon, après, tu connais le lac, tu vois, tu sais si tu es dans l'espace. Mais quand je te dis, tu vois pas à 3 mètres, c'est vraiment coupé au couteau, tu vois pas à 3 mètres. Et en fait, je pagayais, et c'était juste après le Nouvel An, ça devait être vers le 10 janvier, 10-15 janvier, peu importe. Et il y avait une semaine très froide où le lac avait été gelé et où on n'avait pas pu s'entraîner, on avait fait de l'ergo. Et en fait, au milieu du lac, il restait une plaque de verglas, qui fait un petit peu un genre de Titanic. Je suis arrivé avec la pirogue et j'ai entendu. Et hop, j'ai posé l'avant de la pirogue et le flot. Mais tu racontes ça, attendez, ils ne vont même pas me croire, mais c'est la vérité, Antoine, je peux le dire. Le flotteur, il était posé sur la glace. Le pointe avant était posé sur la glace et en fait, je contrôlais plus rien. J'étais sur la glace. Et en fait, j'ai sauté sur le bateau et en fait, j'ai cassé la glace. Et j'ai reculé. Et je suis parti faire la séance dans l'autre sens en étant, je te le dis franchement, en plus, j'avais pas de gilet de sauvetage. Si je tombe là, je suis mort. Faut se le dire, hein, l'hydrocution, machin, c'est impossible de nager. T'es au milieu du lac, les bords, il y a peut-être 800 d'un côté, 700 de l'autre, tu reviendras pas. Parce que lui, en plus, il est en train de se changer. Enfin bref, c'était compliqué. J'avais pas de gilet, j'avais rien. Moi, je suis pas quelqu'un qui a un gilet. Je me passais, enfin bref. Et en fait, j'ai fait demi-tour, je suis reparti dans l'autre sens. J'étais blanc comme un mort. Je lui ai raconté, il était choqué. Et quand le brouillard s'est levé, on est allé voir. Et effectivement, il y avait une plaque de verglas, un truc de fou. Et on entendait même la glace tu sais, ça crépite avec le brouillard qui se lève et elle est en train de fondre, quoi. Mais un truc de dingue. Voilà, petite anecdote hivernale. Mais non, je m'entraîne partout les temps. Là, on n'est pas longtemps après les Jeux de Tokyo, et puis tu es déjà remobilisé pour les championnats du monde. Quels sont tes objectifs pour ces championnats du monde? Je vais pas faire du Zlatan ou du Teddy Riner, mais que j'admire énormément les deux. Mais voilà, moi après quand je fais une course, c'est pour la gagner. Je dis pas que je vais être champion du monde, je dis pas que je vais gagner, je dis pas que je vais faire une médaille, j'en sais rien. Moi, sans essayer de trop penser aux résultats, j'irai avec les moyens du bord. Aujourd'hui, j'ai fait une séance d'endurance de course, comme je te disais au début du podcast, mais ça s'est très bien passé. J'avais des bonnes sensations. Maintenant, faut voir là-bas, faut voir le plan d'eau, faut voir. Il y a beaucoup de choses à voir. Faut voir l'état de fatigue des autres, mais je m'occupe pas des autres parce que je serai fatigué, ils seront fatigués, peut-être d'autres seront moins, certains seront là et qu'arrivent, je pense notamment aux Anglais, parce qu'ils ont un gros réservoir d'athlètes et ils en ont 2-3 qui vont à la même vitesse que moi et qui sont médaillables et potentiellement qui peuvent être champions du monde et qui, eux, n'ont pas fait les Jeux. Donc, il faut voir dans quel état de forme ils arrivent, s'ils sont plus en forme que nous ou moins en forme. Donc, je sais pas, je me pose pas de questions, j'y vais. Et, comme je te dis, je fais chaque course pour essayer de la gagner.
Et on verra, quoi. L'objectif, c'est dans l'ordre. C'est déjà, tu te qualifies, tu vas en finale. Et après, en finale, sur une finale, tout peut arriver dans la vie. Bon, aujourd'hui, donc, tu as 41 ans et j'ose te demander quelle est la suite. Donc, j'ai regardé un peu tout ce qui se disait, tout ce que tu avais dit sur l'avenir. Et tout à l'heure, tu parlais également peut-être de ton envie de transmettre. Qu'est-ce qui ferait que tu participerais à Paris? Qu'est-ce qui te motiverait pour participer à Paris, sachant que tu auras donc 44 ans? Après, comme dit Olivier, les fibres qui sont sollicitées, comment je vais te dire ça? Tu le sais mieux que moi, tu es un coach, tu es un préparateur, tu fais de la muscu à outrance et ton corps le montre. Comment je vais te dire? L'effort qui est de 47 à 55 secondes suivant les conditions, à 53 secondes suivant les conditions climatiques, c'est pas, ça reste du sprint, mais c'est pas comme un sprinter d'athlétisme qui doit rebondir. Ouais, c'est pas juste un 10 secondes. C'est une sorte de force endurance courte, quoi, on va dire. Je t'y ai amené, je voulais te le faire dire. Mais en fait, voilà, c'est ça. Et nous, c'est un sport de sprint, mais où ça demande beaucoup de puissance. Et c'est pas parce que tu as 40 piges que tu es à la ramasse. Loin de là, parce qu'en plus, je suis quelqu'un de très jeune dans la discipline, faut pas l'oublier. Hein, ça fait que, si on regarde bout à bout, ça fait que 4 ans avec une pandémie au milieu. Donc, ça fait même pas encore 4 ans, ça fait 3 ans et demi que je fais du bateau, avec une pandémie au milieu. Donc, tu vois, quoi, en partant de 120 kilos. Donc, je suis arrivé à Tokyo la semaine dernière au mieux de ma forme et j'avais jamais été aussi rapide, aussi puissant, aussi motivé. Donc, qu'est-ce qui ferait que je pourrais aller à Paris 2024? Il faut déjà que j'arrive à concilier. Après, je te dis, si je pars à la recherche de sponsors ici, je sais que je vais m'en sortir. Je sais que je peux aller jusqu'à Paris 2024. Après, c'est tellement contraignant, faut pas croire. Hein, c'est pas parce que ça s'appelle paracanoë et que c'est du paralympique que c'est pas contraignant physiquement, mentalement. Moi, je le pratique et comme le disent mes entraîneurs, c'est pas moi qui le dis. Tu t'entraînes autant qu'un valide, faut pas croire. Peut-être moins en distance de kilomètres parce que eux sont plus jeunes et ils ont plus le temps. Mais moi, il faut savoir que je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine, été comme hiver. Et voilà, ça prend beaucoup de temps. Et après, j'ai mes enfants qui grandissent, 9 ans, 3 ans et demi, bientôt 4 ans, c'est le février. Donc, c'est une discussion que je vais avoir aussi avec Camélia, avec mon épouse. Mais je sais que j'ai encore la caisse. Encore une fois, sans prétention, je sais très bien que si je décide d'aller à Paris 2024, j'y serai. En plus, c'est moins compliqué pour celui qui ira à Paris 2024 parce que le quota, il est déjà acquis en tant que pays organisateur. C'est pas comme moi aller le chercher au forceps et aller gagner la force des bras. Donc, c'est différent. Et un autre truc qui me ferait aller à Paris 2024, c'est que Vers-sur-Marne, c'est un peu bête ce que je vais dire parce qu'il y a plein de gens qui détestent ce bassin. Moi, c'est un bassin que j'adore. C'est presque mon bassin préféré. Alors, je vais me faire pas des ennemis, mais il y en a qui vont halluciner quand je vais dire ça. Moi, j'adore Vers-sur-Marne. J'adore ce bassin-là. Et, c'est que de mon portail jusqu'au portail de l'entrée de la base nautique de Vers, il y a 1h50. Donc, quand tu vois que j'ai été faire les Jeux à Tokyo et que la veille, même pas le 5 secondes avant le départ, ou même pendant la course, j'étais un des 1, 2, voire 3 favoris pour gagner les Jeux. Je me dis que j'ai été les faire à 10 000 bornes pour un petit gars qui vient des Ardennes, de la Neuville-aux-Joux, précisément, le fin fond du monde. Ça serait, dans un sens, je prends pas de décision tout de suite, mais ça serait dommage de pas faire les Jeux de Paris parce que Paris, ça va être, enfin, moi, je dis pas les Jeux de Paris parce que c'est Vers-sur-Marne, mais ça va être un truc de fou. Et d'être prêt comme ça, en plus, j'ai pas eu ma famille, j'ai eu personne qui a pu venir à Tokyo avec la pandémie, donc c'est vrai que ça fait un peu mal au ventre. Mais, bien sûr que j'ai envie de faire Paris, bien sûr que j'ai envie d'aller gagner les Jeux à Paris parce que c'est chez moi. Et on est toujours plus éloquent sur ce qu'on connaît et on est toujours plus fort quand on est à la maison. C'est logique. Et comme je te dis, c'est le plan d'eau que je préfère, même s'il est détesté de plein de monde. Moi, c'est un plan d'eau. Il m'a toujours réussi, que ce soit quand je cours contre les Séindanes ou aux Open ou quand je cours avec les paras. Bon, j'ai pas trop de concurrence en France, mais ça m'a toujours, en pirogue, je parle, mais ça m'a toujours réussi, quoi. C'est vraiment un plan d'eau que j'adore. Voilà. Donc, je sais pas. On verra. Tout à l'heure, tu parles aussi de ton envie peut-être de transmettre, de devenir, je sais pas, entraîneur, on peut dire. Qu'est-ce qui ferait pour toi que tu passerais de ce côté-là? Moi, j'ai pas la prétention de dire que je pourrais devenir entraîneur, mais je sais, enfin, voilà, je connais mon parcours, il est atypique dans la vie. On en a parlé pendant presque 1h30 là. J'ai vécu beaucoup de choses. Je sais, enfin voilà, je vais pas faire mon CV là tout de suite, c'est pas le but, mais
que ça soit niveau management, analyse comportementale ou même sportive. Et après, si en plus on parle de VAA, je pense qu'en VAA en France, j'ai pas grand-chose à apprendre de grand monde. Encore une fois, sans être prétentieux, mais moi je dis les choses comme elles sont. Après, il y a des gens qui disent les prétentieux, moi c'est pas tout ça. C'est que je dis les choses comme elles sont. Il faut appeler un chat un chat. Je pense qu'aujourd'hui, je dis pas que c'est moi qui a fait le plus de kilomètres en VAA, parce qu'il y a des valides qui en ont fait plus que moi et qui en ont fait plus longtemps, mais aujourd'hui, chez les paras, il n'y en a pas un qui a fait ce que j'ai fait, et avant qu'il y en ait un qui fasse déjà ce que j'ai fait, on en reparlera. Mais pourquoi pas, je sais pas, ou peut-être que si un jour la Fédé, moi je te dis, la Fédé, je trouve que c'est une entreprise formidable, la Fédération Française de Canoë-Kayak, qui m'a ouvert, même s'ils m'ont pas accompagné sur certaines choses, et c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, on en reparlera en tête à tête, mais ou pas accepter certains de mes choix, mais peu importe. Mais je trouve que c'est une entreprise formidable et qui pourrait être vraiment améliorée sur certains points que moi j'ai décelés, que ce soit sportif ou pro ou même management, tout ça. Enfin, j'ai rien à apprendre à personne. J'ai pas, comme je te dis, j'ai pas cette prétention-là, mais voilà, ça me plairait de transmettre, mais transmettre à qui, transmettre pourquoi. Quand tu sais que tu as encore la caisse, c'est un peu compliqué. Hein. Moi, il y en a qui trouvent ça ringard, mais moi j'adore la saga Rocky parce que voilà, que ce soit du 1 jusqu'au Creed 2, tout ce qu'il dit dedans, c'est un peu vrai pour un sportif, même si c'est un peu cliché, mais c'est un peu vrai, ça fait du bien de l'entendre des fois. Tant que tu t'embourgeoises pas, c'est bon alors. Exactement, mais je me suis embourgeoisé, j'ai déjà fait ça. Et souvent, je dis en rigolant avec le peu d'amis que j'ai, parce que j'en ai pas beaucoup, moi je suis quelqu'un, je suis très plutôt ma femme, mes enfants, voilà. Mais le peu d'amis que j'ai, je le dis et ils le savent, c'est, comment je vais te dire ça, par rapport à tout ça, j'ai pas, comment je pourrais te dire, j'ai pas, si on parle, tu vois, de transmettre, de toutes ces choses-là, c'est un peu malheureux parce que c'est un peu, moi j'écoute beaucoup les podcasts de Culture Box, je sais pas si tu connais, que je trouve qu'ils sont super bien faits. Et il les explique souvent la vie des boxeurs. Et c'est vrai que tu vois un Georges Foreman qui a été champion du monde à 45 ans, qui est revenu de nulle part et qui a réussi par son expérience et par rapport à sa puissance. Il est dans ce combat-là, il prend, je sais même plus contre qui, mais il prend 200 coups dans la tête et puis il en met qu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est compliqué de se dire je vais transmettre. Il faudrait peut-être faire les deux, là. Mais de se dire je vais aider, je vais transmettre, et puis de se dire j'ai encore la caisse et je suis sûr que je peux gagner. Donc, voilà. Bon bah, on va te voir à Paris en gros. Non, j'ai pas dit ça. Ma femme Camélia vous en a beaucoup parlé. Et... ouais, elle dit ça serait dommage de pas y aller. Après, comme je t'ai dit, je vais pas me répéter, mais parce que je me répète beaucoup, moi, mais 1h52 du portail, voilà. Et moi qui suis très superstitieux, en plus, il y a 211 km. Mon numéro, c'est 211 en moto et c'est le numéro, moi, je signe toujours EP 211 et il y a 211 km du portail, vous pouvez vérifier tous si vous avez que ça à faire. De mon portail à l'entrée de la base nautique de Vers, il y a 211 km. C'est marrant, voilà, c'est un petit truc. Pour conclure l'épisode, j'ai deux questions que je pose souvent. Est-ce qu'il y a un livre, un documentaire ou un film qui t'a beaucoup inspiré, que tu recommanderais? Il peut y en avoir plusieurs, hein, si tu veux. Après moi, dans ma culture cinématographique, j'aime beaucoup de choses. Après, des films qui m'ont inspiré. Si on prend le parcours des Jeux, il y a le parcours forcément de Pierre Durand, même si je suis pas du tout un mec qui vient de l'équitation. Et voilà, mais j'aime beaucoup Guillaume Canet, j'adore Daniel Auteuil. Et cette fameuse scène où ils sont dans le camping-car et où il lui dit mais tu sais ce qu'on a fait c'est pour toi et on t'aimera toujours et on l'a fait aussi pour nous parce qu'on y prenait du plaisir. Tu as deux options qui s'offrent à toi, soit tu deviens un petit bourgeois avocat bordelais et tu gagnes plein d'argent, soit tu pars à la quête d'une médaille olympique. C'est toi qui choisis. Moi j'ai pas la chance que mon père me propose ça parce qu'il est plus là, mais j'aurais aimé vivre ce moment-là avec lui et qui m'aide dans mes futurs choix, tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est voilà, Japou, c'est un film que j'adore par rapport au canoë, mais après je te dis sinon la saga des Rocky, je sais pas combien de fois je les ai vus, mais il y a des gens qui trouvent ça ringard peut-être parce qu'ils savent pas la vérité, mais il y a eu une multitude et d'ailleurs j'invite les gens à écouter Culture Box, où ils ont fait un podcast sur Rocky et qui est vraiment bien expliqué.
où chaque Rocky, en fait, sauf un, on se rend compte qu'ils étaient vraiment avant-gardistes par rapport au temps où ils ont été faits, quoi. C'est vraiment des trucs où, tu vois, comme par exemple, je prends l'exemple pour faire simple rapidement, puis après j'arrête, mais dans Rocky 4, tu vois, on parle de la Russie et de la guerre avec les Américains, et le mec, il arrive à insuffler un truc terrible avec ce film-là, quoi. Et donc voilà, il y a si on parle de film, il y a ça. Après, si on parle de livres, je te dis, dans le canoë, quand j'ai commencé, forcément, j'ai lu l'histoire de Tony Estanguet parce que c'est le boss du canoë français. D'ailleurs, j'aimerais bien le rencontrer s'il m'écoute parce que je l'ai jamais rencontré. Je trouve ça dommage avec tout ce que j'ai fait dans le bateau en si peu de temps, sans parler de résultats. Et voilà. Mais ouais, j'ai lu aussi Martin Fourcade, j'ai lu Teddy Riner, j'ai lu Mike Tyson. Je lis beaucoup les sportifs, Zizou. Enfin, tu vois quoi. Moi, j'aime beaucoup le football aussi, donc voilà, j'ai une culture très sport. Est-ce qu'il y a quelqu'un que toi tu aimerais entendre sur le podcast? Bien sûr, à 200%. Il y a des mecs, même, je comprends même pas que tu les aies pas appelés. C'est pas en méchant ce que je te dis. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Mais voilà, un mec comme Olivier Boivin. Et ben justement, alors, s'il veut pas, mais c'est de Bible. C'est de Bible. Est-ce que tu sais me mettre en contact avec lui après antenne? Avec grand plaisir. Olivier, et je pense que Eric, tu l'as pas. Si, Eric, il doit nous écouter. Ça fait quelques fois que je lui écris, mais j'attends sa réponse. Oh, je vais lui dire mercredi alors. tu peux lui dire parce que il était peut-être à fond dans les jeux, il attendait peut-être la fin. Je suis pas pressé, mais je l'ai déjà écrit. Non, mais je pense qu'Olivier Boivin, c'est vraiment une figure emblématique, atypique. Et moi, c'est vraiment quelqu'un à qui je voue une admiration sans faille et que je remercie énormément. Eric, c'est différent, c'est mon head coach et il n'a pas que moi à s'occuper, mais c'est quelqu'un que je remercie énormément aussi. Mais Olivier, on a vraiment une relation différente, même si c'est à distance, et c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être écouté et d'être entendu dans tous les sens du terme et qui a beaucoup à apprendre à beaucoup de personnes. Eh ben super. Justement, c'était dans mon idée que tu me mettes en contact. Avec plaisir. Dès qu'on a fini, je te mettrai en contact. C'est super. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés que tu voulais aborder? Non, non, comme ça, là, non. Je pense qu'on a fait le tour. Si ce n'est que j'ai la chance d'avoir une femme formidable qui m'accompagne et qui accepte la vie de sportif de haut niveau avec ses hauts, ses bas et les sautes d'humeur et de caractère forcément liés à tout ça, à la fatigue, aux résultats et ainsi de suite. Donc, merci à mon épouse Camélia et à mes deux petits trésors, Oscar et Arsène, parce que c'est la motivation et c'est pour eux que je le fais aussi. Et bah super. Et bah je vais suivre de près ces championnats du monde de toute façon qui arrivent dans quelques jours. Vite, hein. Et puis je vais suivre ça de près en espérant que tu performes, tu feras au mieux et puis advienne que pourra. Ok. En tout cas, je te remercie Rudy d'avoir pensé à moi parce que j'écoute tous tes podcasts. Ça fait un moment que je voulais t'interviewer, mais comme j'ai vu que tu étais à fond, comme je te disais hors antenne, pour les jeux, je voulais pas trop te déranger, un peu comme avec Maxime. Je sors demain mon podcast, l'épisode avec Maxime Beaumont, et pareil, je voyais qu'il était à fond, donc je voulais pas trop le déranger avant les jeux. Donc, donc j'attendais. Je rebondis sur Max, qui est un immense champion, et j'en ai moins parlé que les autres parce que forcément, il fait du kayak et moi, je fais de la simple pagaie. J'ai plus parlé des autres parce que le canoë, ça se rapproche de la pirogue. Mais tu parlais de Max, c'est vraiment un immense champion et je lui vois un énorme respect. Ouais, bah, tu t'écouteras l'épisode, tu verras, et super aussi. Là, j'ai pas encore écouté le sien, je pense que c'est le seul. Il sort demain. D'accord, oui, parce que je l'ai vu sur Instagram, mais j'ai pas encore. Ouais, ça sort demain, mais tu verras, c'est un bon épisode. C'est cool. Ça sera écouté en allant à l'aéroport mercredi matin. Et bah voilà, super. En tout cas, merci de ton temps, c'était très inspirant et tu m'as motivé pour ma séance de demain. D'accord. Dommage qu'il soit déjà si tard, sinon j'aurais été m'entraîner. Okay. Bon courage alors. En tout cas, merci à toi et c'est moi salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.